Allô et bienvenue à ce 32e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Moi, c'est Hugo, puis aujourd'hui, on reçoit Raphaël qui est avec nous. Allô, Raphaël, comment vas-tu? Salut, ça va super bien et toi? Yes, ça va très bien, merci. Puis aujourd'hui, tu sais, avec toi, tu m'as contacté pour pour venir au balado, puis je trouvais ça vraiment une super bonne idée. Puis on va surtout se parler comme du rôle des communautés intentionnelles dans la transition écologique, dans la transition socio-écologique. Ça va être le même comme le sujet principal de l'épisode. Puis, mais avant ça, je- comme on commence, on a l'habitude souvent de commencer, on y va avec un petit tour de table. Avec quoi on arrive? Euh, genre, par exemple, tu sais, je sais pas si tu as déjà eu cette pratique-là, mais par exemple, ouais, moi j'arrive, il y a plusieurs choses qui se passent dans ma vie personnelle en ce moment, qui est un peu, bon, c'est un peu inhabituel, c'est un peu plus lourd que d'habitude, mais je suis quand même très content d'être là pour à chaque fois que je fais un épisode de balado. En général, ça me fait que je suis capable de dézoomer un peu du quotidien, de ce que je vis, puis comme ça me ramène dans une perspective plus grande, puis en général, ça vient me nourrir, fait que je suis quand même dans le contexte très content d'être là. Et toi, avec quoi est-ce que tu arrives? Aussi, toutes sortes de choses, Hugo. Ouais, Aussi une petite peine dans ma vie dernièrement. Puis d'un ouais, autre côté, je reviens aussi de Québec, de deux vraiment cool journées d'événements, un rassemblement sur la démocratie locale, puis le premier rassemblement de multitudes, avec toutes sortes de gens engagés autour de la démocratie locale. Ça, c'était très cool et ressourçant par contre. Fait que un peu tout ça mélangé, là, un petit excitement, ressourcement, puis une petite peine. cool. Merci d'avoir partagé cela. Puis, dans le fond, peux-tu te présenter? D'abord, tu sais, il y a des podcasts ou des entrevues où l'animateur va tout le temps présenter l'invité, puis tout ça. Puis c'est comme, moi, je fais pas ça, c'est moins de travail pour moi. Ouais, exact, on s'est pas préparé pour ça, là. Puis je laisse tout le temps la personne comme se présenter, où est-ce que tu viens, qui es-tu, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, genre. Bien sûr. Euh, c'est dur, hein, se résumer en quelques phrases. Mais écoute, d'origine, moi, je suis un garçon de banlieue. J'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est comme tra- une bonne journée, pas de trafic, 30 minutes au sud de Montréal, peut-être jusqu'à Ouais. une heure et quelques. C'est ça, j'ai grandi là-bas jusqu'à comme 17 ans. J'ai fait beaucoup de théâtre au secondaire, un petit peu d'acting quand j'étais plus jeune. C'est ça, banlieue. J'ai eu mon auto à 17 ans. Là, je mène un mode de vie assez différent maintenant. J'ai fait mes études comme cégep université à Montréal, puis en Autriche. J'ai eu des travails, des occupations dans le milieu du divertissement, du service, en industrie manufacturière, en administration publique, en gestion de l'innovation, en ingénierie. Je me vante d'avoir des expériences quand même larges qui ont toutes influencé ma perspective. Puis je travaille en ce moment dans le milieu communautaire à Présage. C'est un laboratoire d'innovation sociale. Là. Dans le fond, on part des projets avec une certaine portée transformatrice en société pour nous permettre de mieux vieillir. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus aujourd'hui. Mais c'est ça, et plein de choses me passionnent. J'aime la musique, je joue de la guitare, je chante. J'aime bien bricoler, que ce soit des affaires mécaniques ou du bois. Je suis pas le plus fort, mais ça m'interpelle, tous ces petits projets manuels qui prennent parfois de mon temps. Euh, J'aime beaucoup rassembler les gens. J'aime ça, faire des événements. Là. Je t'avais compté la fois qu'on était allé visiter ma deuxième visite de la cité écologique l'été passé, où j'ai ramené une douzaine d'amis qui connaissaient un petit peu moins ça. Ça, c'est mes grands plaisirs de la vie, là. Ouais. Ouais, j'étais un grand nerd de société, d'économie, puis éventuellement, ça m'a mené à faire les études que j'ai faites là, autour des éco-communautés. Ouais. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était venu ici à la Porte Ouverte.
de la cité écologique. Puis là, c'est ça, quand tantôt on s'est dit, ah, c'était quelle année? C'était en 2023. Puis je me souviens que tu m'avais parlé comment ça s'appelle, les entrepreneurs là, à Montréal qui ont un compte de banque, là. Oui, je venais de découvrir les Chillionnaires Les par un Chiliens. Ouais. article, là. Je les avais rencontrés à ce moment-là. Puis, ouais, ça avait un petit peu catalysé mon intérêt pour des modes de vie alternatifs, là. J'avais vu vous, j'avais vu eux autres quand même très différents, mais deux modèles genre très différents aussi de ce qu'on voit, Ouais. tu sais, normalement en société, ouais. Ah, ça reste avec toi, ça. Oui, oui, parce que par la suite, après ça, j'étais allé un peu comme chercher sur les millionnaires, puis oui, c'est un concept intéressant, là. Puis je me demandais comme si c'est une communauté intentionnelle. Mais c'est ça. Mais après ça, je me disais, ben si je fous une personne de 70 ans dans leur groupe, c'est sûr, ça casse. Est-ce que, ouais, il y a la question, est-ce que ça prend un modèle multigénérationnel pour que ça soit intentionnel? Non, Je non, pense que c'est non, différent, très différent leur truc, hein. non, c'est En tout ça. cas. Mais tu sais, répondre un peu à tous mes critères que de oui, Hmm, comme de prendre des décisions ensemble, hmm. de, de partager des ressources, d'habiter ensemble dans un lieu, de le faire avec intention. Tu sais, oui, ça répondait pas mal. Mais en même temps, je pense pas que tu pouvais comme joindre le groupe. Fait que Hmm. c'était un peu comme plus un groupe d'amis, d'affinités qui fait un peu comme une communauté, là. C'est vrai, ils ont des frontières très limitées, puis pas aussi poreuses, mettons, que la cité écologique ou dans bien des communautés intentionnelles qu'on voit, qui ont comme un processus d'intégration et de recrutement, là. Genre, mais je sais pas. En tout cas, je pense que je sais pas encore si ça répond à ce que je définis comme communauté. Euh, Fait que ouais, tu sais, dans quoi est-ce que tu as étudié, puis comment est-ce que ça t'a mené à ta mémoire de maîtrise qu'on va discuter, là? Oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. À la base, j'ai étudié les sciences sociales, en général. Puis c'est ça, j'étais un peu plus en gestion de l'ingénierie. J'ai fait de management à HEC Montréal. Puis là, à ce moment-là, je travaillais en aérospatial, puis un peu en technologie agricole. Puis là, j'ai réalisé que je suis pas sûr que les technologies vont nous sauver, là, quand j'ai commencé à en prendre un peu plus sur dans les sciences de l'environnement et le prédicament dans lequel on se trouve. Fait que c'est ça. J'étais allé étudier, faire ma maîtrise en Autriche en gestion d'organisation innovante, où je me spécialisais plus en transition socio-écologique. Fait que c'était beaucoup comment est-ce que les organisations parviennent à résoudre les grands enjeux de notre époque, comment ils s'organisent pour le faire. Puis qu'est-ce qui me fascinait particulièrement, ben, c'était ces communautés intentionnelles-là qui agissent en quelque sorte comme des micro-sociétés, ou tu sais, qui réinventent tellement de choses en société. J'ai trouvé ça complètement fascinant, là. Je voyais ça comme une source d'innovation technologique, mais aussi sociale, tu sais, en termes de développement personnel, etc., de réglementation des fois, comment vous gérez entre vous. Il y a des genres de règles qui fonctionnent très bien à l'échelle d'une communauté, puis il y en a qui peuvent même inspirer des municipalités, tu sais, au plus large. Fait que je trouvais ça comme l'aspect de la communauté comme laboratoire à ce moment-là m'avait vraiment, m'avait vraiment fasciné, puis c'est un peu pour ça que j'étais allé là-dedans, là. Fait que c'est quand tu étais en Autriche que tu as fait, dans le fond, euh, ces mémoires-là de... Ah, ok. Exact. Oui, c'est ça. Puis c'était pas, je vais pas entrer dans les détails dans la méthodologie, mais c'était pas, je dois dire, une manière très incarnée puis proche du terrain de générer des connaissances. Je dois l'avouer, là, mon mémoire, j'ai juste lu vraiment beaucoup trop d'articles scientifiques, là. Il y a une revue systématique de littérature. C'est comme je définis mes critères puis tout ce qui fit, je le lis. Puis je réponds à une question de recherche avec ça. Fait que très peu de communautés au Québec. Fait que, à vrai dire, je suis encore tout à fait en train d'apprendre sur qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis pas toutes les communautés que j'ai étudiées ont été nommées non plus. Tu sais, c'était beaucoup des articles scientifiques là, produits par d'autres chercheurs, puis parfois par souci d'anonymité ou quelque chose. Il y en a que je peux nommer, puis il y en a plein que j'ai pas, j'ai même pas la conscience c'est laquelle. Moi, je fais une recension des pratiques. Qu'est-ce qui se faisait autour de la transition socio-écologique, comme manière de s'organiser, comme manière d'influencer. Puis, ouais. Dans celle que tu peux nommer pour le fun, il y avait quoi? Écoute, il y en avait 100. Il y avait 100 Ok. du coup comme tout. Ouais. Mais je dois dire que c'était très grosse représentation de communautés intentionnelles en Europe et aux États-Unis. Fait que, dans les grosses notables qui me restent en tête, tu sais, il y a Twin Oaks aux États-Unis, il y a Eco Village at Ithaca, il y a Los Angeles Eco Village. Euh,
Je m'appelle en Écosse, il y a Finn Horn, au Portugal, Tamera, Sieben Linden en Allemagne, Mère Alsvonen en Suisse, euh, plein d'autres là. Ouais. Euh, Puis, tu sais, pourquoi toi, est-ce que tu t'intéresses aux communautés intentionnelles? Oui, tu as comme commencé à réfléchir à des modes de vie alternatifs, c'est toute l'idée de, bon, tu sais, c'est des choses qui pourraient nous aider dans la transition Hmm. socio-écologique, mais sais-tu un déclic de quoi, quelque chose? Ouais, c'est une bonne question. Puis c'est vrai que c'est ça qui a motivé de prendre ça comme sujet à mon mémoire, là, mais c'est vrai que ça faisait déjà un moment que ça m'intéressait. Tu sais, justement, quand on s'était rencontrés en 2023, j'avais pas commencé la maîtrise encore. Puis, ouais, je dois dire, là, moi, c'est peut-être pas en mon honneur, mais je suis pas quelqu'un qui a grandi comme avec de fortes valeurs environnementales, là. Tu sais, c'était pas dans mon entourage. J'ai dû découvrir ça puis apprendre en vieillissant. Puis, au début, quand j'ai commencé à apprendre sur des modèles alternatifs de vivre, c'était super pragmatique, là. Puis, je réalise aussi qu'il y a plus en plus de gens qui s'en viennent là en partant par ce chemin-là, j'ai l'impression. Mais, tu sais, c'était comme j'ai accès à la propriété, là. C'était comme, mon Dieu, c'est trop cher. Je pourrais pas être propriétaire. Puis là, ça t'a fait penser, bon, ben, je voulais-tu vraiment ça? Pourquoi je voulais ça? Puis qu'est-ce que ça implique aussi? C'est quoi les causes de tout ça? Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben, dans le fond, si on peut vivre autrement, mettre des choses ensemble, ben, niveau environnemental, ça fait bien plus de sens. C'est fou comment on duplique des affaires. Tout le monde qui a, que ce soit des sets de vaisselle, des tondeuses, des piscines, des fois, dans les banlieues, qui sont inutilisées 99% du temps, tu sais, ça, c'était un constat que j'ai commencé à trouver aberrant à partir de ce moment-là. Puis bon, de plus en plus, ben, c'est comme, dans le fond, je pense qu'on a un besoin de se réaliser, de se sentir faire partie d'une communauté. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment pu sentir aussi à mon année en Autriche, qui était la première fois que je vivais en résidence étudiante, mais je dois dire que c'est une résidence, je crois, un peu hors norme, là. Il y avait un très fort sentiment de communauté, la capacité de rencontrer des gens un peu, entre autres à cause du bâtiment, là, c'est comme on se croisait tout le temps, là. On avait beaucoup d'espaces partagés, qu'on pouvait décider de leur vocation ensemble. Il y avait déjà un peu une culture de partir des projets là, ensemble en tant que communauté étudiante. Puis c'est un peu tout ça solidifie l'idée que c'est ça, des modes de vie alternatifs qui sont possibles, genre, qui sont de plus en plus possibles ou aussi désirables, puis environnementalement plus soutenables. Fait que c'est vraiment la juxtaposition de tout ça là, qui aujourd'hui me rend un grand vendu de cohabitat éco-village. Ouais. Mais tu sais que les coops de résidence étudiante sont classés par le FIC comme étant des sortes de communautés intentionnelles, là. Ok, non, je savais pas. À vrai dire, je savais pas du tout. Ouais, c'en est une des genres. Il y a eux autres, à un moment donné, ils ont fait comme ils ont un genre un guide du débutant, là, puis là, ils ont comme essayé de vraiment mettre toutes les formes de communautés Ok. intentionnelles. Puis là, mettons que j'y vais de mémoire, tu sais, il y a le cohabitaire, le co-housing, qui est Mhm. la plus populaire en ce moment. L'éco-village, la... il y avait comme un village de mini-maison, il y avait le senior co-housing, il y avait Hmm. genre une communauté spirituelle. Puis là, la coop d'étudiants faisait partie de ça, Hmm. genre la communauté intentionnelle en partage de revenus comme genre Twin Oaks. Il y en avait une dizaine, là, mais c'était quand même très intéressant là, à ce Mais niveau-là. Ouais, vas-y. parce que je me dis, non, non, je t'en prie. Parce que moi, me demande tout le temps, OK, comment est-ce qu'on classifie les choses? Qu'est-ce qui est la même chose là? Qu'est-ce qui est différent là? Est-ce qu'on utilise le même mot pour dire ça, puis ça, puis c'est ça? Mais comme le mot éco-village est vraiment spécifique, puis il est vraiment pas souvent ce que les gens y croient que c'est. Tu sais, ils pensent que c'est un quartier écologique, mais Hmm. c'est non selon la définition du Global Eco-Village Network, puis c'est comme les quatre volets, là, social, économique, écologique, spirituel aussi, là, vision du monde. Fait que, tu sais, mettons, le cohabitat n'a pas nécessairement économique et vision du monde dedans, là. Hmm. Fait que, des fois, c'est comme un peu plus que ce qu'on s'imagine, là, juste avec les mots, puis de bien définir les mots, c'est compliqué. Ah, c'est clair qu'on peut aller, ouais, on peut aller longtemps des définitions de mots, là. Je fais mon possible pour pas trop m'y attarder, pour être honnête. Mais en même temps, on peut pas complètement y échapper, là. Tu sais, comme dans mon mémoire, il n'y a pas de communauté étudiante, puis c'est par design, là. Tu sais, comme les critères de recherche que j'ai utilisés n'ont fait que je les ai pas inclus. Puis avec une autre intention, j'aurais pu, tu sais, les voir comme tels, là. Je suis sûr qu'on
peut apprendre des communautés étudiantes pour la transition socio-écologique. Je dirais comme qu'est-ce que j'ai inclus dans mon mémoire comme. Puis j'aime bien ton terme d'éco-communauté, moi personnellement, là, je l'emploie depuis mon retour au Québec. Je trouve qu'il est quand même intégratif de différents modèles, tu sais, justement cohabitat, éco-village, éco-hameau, puis les gens réinventent toujours des termes aussi pour capturer les spécificités de leur modèle, ce qui est bien correct. Mais tu sais, l'idée d'une communauté intentionnelle à vocation écologique, c'est comme ça que je trouve que ça capture bien l'éco-communauté. Puis c'est vraiment ça, c'était vraiment avec cette idée-là aussi là, que j'ai fait les critères d'inclusion dans ma recherche. Ouais. Euh, Peux-tu rapidement nous définir c'est quoi la transition socio-écologique? Oui, je me suis préparé des notes pour pas sonner fou, mais c'est toujours un truc qui est difficile en vrai à définir. Mais Ouais. tu sais, il y a juste le constat que notre époque est marquée par des grosses crises sociales et écologiques, right? Ah ouais? Écologie. Ah ouais, tu savais pas? Laisse-moi t'en parler, Hugo. Non, mais ben, c'est ça, on le sait depuis longtemps. Tu sais, crise écologique, perte de biodiversité, pollution des sols, des eaux, de l'air, réchauffement climatique. De manière générale, c'est qu'on a une société dans laquelle la production, tout notre système économique, il utilise plus de ressources naturelles que ce qui est capable d'en régénérer, puis qui crée plus de pollution que ce que les écosystèmes sont capables d'absorber. Ça crée une situation insoutenable. On sait que ça va pas pouvoir continuer, même si on a l'impression au jour le jour que les choses peuvent pas changer, mais selon les lois de la physique qu'on connaît, ça ne peut pas durer. Ouais. Puis en plus de détruire le vivant, là, ce qui est quelque chose mettons, qui tient à cœur à beaucoup, là, c'est en quoi on voit la beauté généralement autour de nous. Puis en termes de crise sociale, ben, notre société est marquée par énormément d'iniquités, que ce soit à l'intérieur des nations et au travers de la planète. Ça peut être très déprimant d'en parler longtemps, mais le capital et le pouvoir se concentrent à l'intérieur des sociétés comme entre les différentes nations. Puis essentiellement, quand on parle de transition socio-écologique, euh, on parle du processus, des pratiques qui vont nous mener à passer à une société où est-ce qu'on règle grand de ces problèmes-là. On constate que les crises sociales, tu sais, ils se règlent jusqu'à un certain degré, là. Il y a aussi une notion sous-jacente de progrès social. Tu sais, on veut des meilleurs standards, plus d'équité, puis c'est très probablement une quête sans fin, mais dans laquelle on peut toujours s'approcher. Mais quand on parle de transition socio-écologique, on réalise que le côté de la soutenabilité écologique, c'est un truc qu'il faut faire. Puis si on le fait pas, euh, tu sais, en ce moment, le capitalisme promet la prospérité pour tous avec des petits gains de croissance à chaque année. Fait que si on n'a pas ça, parce qu'il faut que l'environnement soit soutenable, ben, il faut vraiment repenser comment on répond à nos besoins sociaux également. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement lié. On peut pas vraiment faire l'un sans l'autre. Quand on parle de transition socio-écologique, on parle de se rapprocher de cette société-là qui est soutenable et qui est juste. Hmm. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme au COP puis tout ça, là, Hmm. ils font tout le temps des négociations, puis Ouais. là, t'arrives à comme, ah, ben, les États-Unis ont bénéficié de 200 ans de charbon, genre, pourquoi nous, l'Inde, faudrait arrêter le charbon, là, c'est pas, c'est comment est-ce qu'on, puis là, on arrive dans les grosses différences entre les nations, puis tout ça, pour en arriver à des accords sur la réduction des gaz à effet de serre, puis tout, là. Puis c'est comme un peu la même affaire qu'on fait nos petites utopies de communauté intentionnelle, c'est que là, on fait comme, ah ben oui, on va partager des ressources, puis tout ça. On fait comme, ah, by the way, genre, la hiérarchie puis la domination, on n'aimait pas trop ça, on va essayer de changer ça. Puis là, c'est comme on vient ouvrir toute cette boîte de Pandore-là, puis c'est passionnant. Ouais, tout à fait. Puis, malheureusement, les éco-communautés sont pas non plus tout à fait détachées des fois de pratiques coloniales. Juste, mais, je sais pas si on va se rendre là aujourd'hui, mais il y a Ouais. quand même le potentiel, en effet, de, tu sais, plein de gens qui essayent d'incarner justement des valeurs de soutenabilité puis de justice, puis desquelles la société aurait à apprendre, à mon avis, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est quoi le rôle des communautés intentionnelles dans la transition écologique, Ouais, selon le cœur du sujet. Ben c'est sûr, j'en ai glissé un mot plus tôt, là, tu sais, je disais, c'est comme des labs, là, puis c'est sûr que je dis ça avec un peu en riant, là, je sais que c'est pas idéal non plus de se faire sentir comme un étudié de chercheur, comme un rat de laboratoire, mais, tu sais, il y a cette conception-là que, comme pour que la société évolue,
faut qu'il y ait des raisons à un changement, généralement. Faut qu'il y ait une certaine pression, un certain besoin, genre des besoins non répondus, des crises, des choses de même. Puis il faut aussi des nouveaux modèles. Il faut des idées. Il faut des idées idéalement prouvées, puis des forces qui vont les pousser. Souvent, ça, c'est des gens, des fois des entreprises dans certains secteurs, mais des organismes à but non lucratif, des politiciens, des éco-communautés qui montent le chemin qui font des nouvelles propositions qui sont peut-être weird, qui sont peut-être vraiment bizarres au début, qui sont différentes, qui sont un peu en rupture avec le système actuel puis avec ce qui est considéré normal. Mais c'est en visibilisant, en montrant, démontrant la faisabilité puis les retombées de nouveaux modèles que ces pratiques-là peuvent comme être transférées dans le reste de la société. Soit parce que le reste de la société est tellement nul à répondre à nos besoins que de plus en plus on s'en va dans des éco-communautés, par exemple, où on en part, soit parce que les éco-communautés font des trucs tellement cool puis les villes veulent pas être laissées derrière, fait qu'ils commencent à vous imiter puis à prendre de vos pratiques, ou soit parce que bah non, c'est ça, on a dit, parce que, je sais pas, la cité écologique devient une ville à part entière. Bon, c'est pas arrivé souvent, je pense, au Québec. Mais, en gros, tu sais, c'est ça, des grands mécanismes par lesquels un innovateur peut influencer la société. Puis, dans ce que les éco-communautés font, ben, tu as le potentiel de garder une culture commune. Tu sais, en tant qu'individu, vous mindez, vous vous encouragez, des fois, vous vous obligez à faire des choses qui sont Ouais. bien pour la transition socio-écologique. Puis, ben, c'est une force qu'il n'y a pas à tous les autres niveaux, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je te rejoins vraiment beaucoup là-dedans parce que, tu sais, je me dis toujours, c'est pas fait pour tout le monde, là, de Mm. vivre ensemble, puis tout ça. C'est vraiment pas tout le monde qui va y arriver. Je pense que tous les humains ont le potentiel, mais tu sais, c'est comme tous les humains ont le potentiel de, genre, chanter comme Céline Dion, mais dans la réalité, c'est pas tout le monde qui va développer des capacités, genre, pulmonaires, puis de la voix, puis tout ça, pour arriver tu sais, à un certain niveau, là. Euh, mais tu sais, si c'est pas pour que tout le monde vive un jour en communauté, c'est comme pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mm. Puis moi, comment je l'explique souvent, mais c'est que, tu sais, moi, je crois que les groupes collaboratifs qui vivent ensemble, genre, oui, ils expérimentent, puis il y a un cadeau à donner, là. Puis ce cadeau-là, c'est quoi? C'est-tu des nouvelles façons de décider ensemble, de relationner les uns avec les autres? C'est-tu nouvelle façon de partager, d'être propriétaire de quelque chose ensemble? Tu sais, je sais pas c'est quoi le cadeau, mais il y a un cadeau à donner que la société à- plus large pourrait s'inspirer, là. Tu sais, à un moment donné, je lisais un livre qui s'appelle Is It Utopia Yet? Mm. De Kat Kincaid. Euh, Puis là, elle a écrit ce livre-là en genre 1993. Puis là, ça faisait déjà comme quasiment 30 ans que Twin Oaks existait, là. Puis elle décrivait comme Twin Oaks des années 90. Euh, Puis là, tu sais, elle répondait à certaines questions comme genre, est-ce que c'est vrai que qu'on est middle class, white middle class, tu sais. Mhm. Puis des questions qui se posaient à Twin Oaks dans les années 90 que en 2020, elles se sont posées dans toute la société, là. Fait que, tu sais, je me disais, crime, il était vrai, comme genre 30 ans avancé sur ça. Puis est-ce que, tu sais, probablement pas, là, pour que c'est parti de là puis de d'autres endroits, mais est-ce que c'est le genre de choses culturelles qui peut partir d'un groupe qui vit ensemble, puis après ça se propager à. Je trouvais que c'était un exemple qui aurait pu, là, tu sais, dans le fond, je ne le sais pas, là, mais qui aurait pu vraiment partir de là. Fait que l'idée de faire plus attention à la diversité, par exemple, et à l'inclusion dans la communauté. Ouais, c'est ça. Puis c'était des choses que, ben, tu sais, je sais pas si aux États-Unis ça se discutait vraiment dans les années 90, mais j'ai pas l'impression, là. J'ai l'impression que c'était un discours qui a commencé plus avec Black Lives Matter, genre, quelque part dans les années 2010, puis qui a poursuivi, puis qui a vraiment plus pris son envol en 2020, là, en même temps. Hmm.
c'est possible, j'avoue que je pourrais pas te dire exactement au travail du temps, mais tu sais, c'est sûr que des pratiques comme ça, tu sais, le livre, je l'avais pas lu, là, mais j'en ai entendu parler, ça fait rayonner des idées, là, ça leur donne une plateforme, s'ils sont pris, ça m'étonnerait pas que ça allait jouer un rôle, en tout cas, sur comme l'orientation de beaucoup d'éco-communautés. Puis je dois dire là je vais me retenir de toujours faire le disclaimer, là, l'avertissement. Mais quand je parle des éco-communautés, genre je reconnais que c'est par la vision de chercheurs, genre qui n'ont pas toujours vécu dans les éco-communautés. Des fois oui, il y a plusieurs que c'est des ethnographes, là, tu sais, des sociologues qui sont des fois c'était juste des membres de communautés qui sont allés faire leur étude, là, tu sais, puis qui ont publié des articles, là. Mais des fois, c'est aussi du monde universitaire qui sont allés quelquefois rencontrer des gens dans des éco-communautés puis qui font leur jugement. Fait que c'est vraiment à apprendre avec ça. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup vu, clairement, la notion puis le désir d'être inclusif, entre autres. Mhm. Puis je dois dire que c'est aussi un des plus grands défis, il me semble, par rapport au... Ben, plus grand. C'est un des grands défis là, par rapport aux objectifs que beaucoup de communautés se placent, là. Déjà, à partir par l'inclusivité financière, tu sais, il n'y a pas beaucoup de projets de développement qui sont un peu plus formels. Il y en a des squats, là, il y en a des trucs beaucoup plus informels, mais c'est dans les trucs un peu plus formels puis qui veulent être des modèles comme assez proches de la société pour l'inspirer au large. C'est rare qu'ils sont extrêmement inclusifs. Puis ouais, les questions de l'autrice semblent encore aussi pertinentes. Ouais. Puis là, toi, dans ce mémoire-là, tu as comme identifié, c'était quoi, c'était 13 stratégies? C'est ça, 13? Exact, exact. Un nombre vraiment trop gros. Je me suis fait de l'exercice d'essayer de m'en rappeler moi-même sans les lire. Ça m'a pris 15 minutes. Que dans le fond, la plupart des communautés intentionnelles que tu as étudiées dans les autres, dans le fond, études, euh, font. Puis je trouvais ça intéressant. Puis c'est intéressant d'avoir un point de vue comme de, de quelqu'un qui étudie ça. Puis souvent, c'est des étudiants en sociologie qui s'intéressent, mettons, à ce que nous on fait ici. Puis moi, je te dirais, il y a genre 5 catégories de personnes qui s'intéressent aux communautés intentionnelles. Tu as les gens qui veulent en créer, tu as les gens qui y vivent, il n'y en a pas beaucoup. Tu as les gens qui veulent joindre, des gens qui veulent juste genre découvrir. Puis des gens aussi que c'est des étudiants qui veulent pour vraiment les études de whatever euh, étudier la patente. Puis ce point de vue-là, en tout cas, on l'a pas eu souvent. Tu sais, j'ai eu Pierre Mhm. Elie, il y a quelques épisodes, qui est sociologue, mais tu sais, moi, il m'intéresse quand même si des fois ça devient un peu technique, parce que souvent, je réalise des choses comme que la théorie, de faire le pont entre la théorie puis le pratique, parce qu'il y a comme très peu de gens qu'ils vivent au quotidien de vivre en éco-village ou en cohabitat, puis tout ça, puis qu'après ça, ils s'intéressent à y réfléchir comme théoriquement, là. Puis l'inverse aussi est un peu vrai. Il y en a comme plein de gens, les gens qui le réfléchissent plus théoriquement, il y en a très peu qui, je pense, qui ont vécu vraiment le quotidien durant plusieurs années de ce que ça veut dire de vivre ensemble. Tu sais, mais c'est comme des fois de faire ce lien-là entre les deux, je le trouve super intéressant. C'est une expérience pour moi, justement, qu'on se parle aujourd'hui. Puis en tant que quelqu'un qui a quand même mis du temps là-dedans, j'ai full l'espoir que ça peut, si au minimum, tu sais, susciter des questionnements, même si ça te mène ou à d'autres de tes auditeurs à rejeter les apports que j'apporte. Je me dis que ça peut quand même faire tu sais, rouler la discussion un peu dans la tête. Fait que c'est l'espoir, puis l'objectif que j'aurais là en faisant, ouais, comme tu dis, ce croisement-là entre un côté plus personnes qui vivent puis personnes qui ont étudié la chose. Ouais. Fait que là, t'as mis comme, OK, voici 13 choses que les communautés nationales font, là, dans le Ouais. fond. Ok, je les mentionne, là. Je vais aller rapid fire là, sur les 13 stratégies, puis après on peut aller un petit peu OK. dedans sur certaines, je me dis, là, si jamais tu peux réfléchir là-dessus. Ouais. Fait que, euh, fait que les 13 stratégies sont les suivantes. Le partage, la simplicité volontaire, la Ouais. conception orientée vers la soutenabilité, l'intendance de la nature et des ressources, l'entrepreneuriat politique et activisme, le développement personnel et interpersonnel, un approvisionnement responsable et résilient,
travail collectif, local et porteur de sens, la gouvernance intentionnelle, la délimitation des frontières de la communauté, l'éducation aux pratiques, connaissances et matières et compétences en matière de soutenabilité, le développement puis la mobilisation de ces réseaux, puis l'apprentissage et l'amélioration continue. Bon, là, je viens de dire ça, puis je viens de dire ça, c'est un mouthful, personne n'a rien appris. Fait Ouais. que, fait que, C'est bon, le bon. podcast, c'est fini. Ciao! Merci Hugo! Ouais. That's it. Fait que, ouais, ça, c'est ça, un travail de clustering qui a été fait, tu sais. T'avais dit, il y a des trucs qu'on trouve dans la plupart des communautés. Tu sais, j'ai même pas été jusque-là, là, tu sais, à voir si ces trucs-là sont dans la plupart. En fait, oui, vu que c'est tellement haut niveau, sûrement, là, qu'on les Ouais, retrouve dans la mais plupart des moi, je te confirme communautés. que oui, là. Ouais. Je te confirme que oui, puis c'est assez précis. Puis il y a même des choses comme la gouvernance intentionnelle, j'avais jamais réalisé, là. Mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment ça, là. On a vraiment une intention de prendre des décisions ensemble puis de faire évoluer la gouvernance pour toutes sortes de situations puis à travers le temps puis comment est-ce qu'on peut l'améliorer puis tout ça. C'est vraiment, moi, je vais utiliser ce terme-là, gouvernance intentionnelle. Oh, wow! Ça Ah, me fait ça. déjà chaud au Ouais. cœur. C'est ça, c'est comme des grosses catégories qui ont été faites à partir. Moi, là, j'ai regardé au travers plein d'articles, puis j'ai trouvé comme 1234 genre, interventions pour la transition socio-écologique. Tu sais, des trucs qui fitaient un peu, c'est comme des manières de s'organiser pour durer, pour ensuite influencer ou pour potentiellement inspirer d'autres, justement, modèles de gouvernance, etc. Puis à partir de ces 1234, là, imagine, j'ai mis des post-it à terre, là, puis que je les ai comme mis ensemble quand ils se ressemblaient, genre. Puis j'ai fait ça une couple de fois jusqu'à temps qu'il y a 13 gros groupes. Fait que c'est comme de même que ça a été créé. Puis ouais, la gouvernance intentionnelle, c'est clair que ça revenait beaucoup. Euh, enfin, l'intention puis la structure choisie semblent tellement importantes pour éviter entre autres des dynamiques de pouvoir non désirées. C'est sûr Ouais. on trouve qu'il y en a tout le temps quand même. Ouais. Ça, c'est complètement inévitable, à un certain degré. Mais ouais, je voyais beaucoup le focus aussi au travers de différentes formes que souvent l'idée d'être en équilibre entre le managérialisme, qui est genre une petite gang de monde décide d'un peu trop pour tout le monde, puis l'absence complète de structure où est-ce que, dans le fond, t'as pas de recours, puis ton poids veut plus dire grand-chose vu que tout le monde fait n'importe quoi, tu sais. C'est Ouais. comme le point un peu au milieu que beaucoup de communautés intentionnelles visent, de ce que j'ai vu. Puis, ouais, il y a des principes full communs qu'on retrouve, là, comme la subsidiarité. C'est l'idée que les décisions soient prises à la plus petite échelle possible. Euh, Fait que s'il y a quelques personnes que ça concerne, une certaine décision, puis pas tant les autres, ben, c'est pas une décision qu'on donne au grand cercle, right? Puis qu'on Ouais. fait tout le monde discuter. C'est déléguer le plus possible, le plus vers le bas. Euh, Puis j'ai dit délégué, mais tu vois, même ça, c'est un artefact d'un mode de pensée un peu top-down, là, parce qu'on pourrait dire que la décision part du bas, sauf si elle a besoin d'être montée vers le haut, là, plutôt. Euh, Puis, ouais, ben, c'est ça. Tout ça, c'est sûr que c'est. J'ai l'impression que c'est quand même source d'innovation réglementaire, là, tu sais, comme récemment, on voit des nouveaux modèles aussi juridiques au Québec, des nouveaux styles d'arrangement, là. Il y a un peu la professionnalisation du développement de cohabitat, entre autres, puis de ce que je comprends, qu'est-ce qui a été fait au travers le monde des éco-communautés autour de la gouvernance, ben, a full influencé. Ça a permis de faire des terrains de jeu pour est-ce que ça fonctionne pas, puis ça a pris du monde crinqué qui réfléchissait à des nouveaux modèles puis qui l'essayait pour savoir ça, tu sais. Ouais, ben, tu sais, ce qui est très populaire en ce moment, surtout dans le cohabitat, c'est tout le temps la sociocratie Oui. euh, ou des modèles de gouvernance d'inspiration sociocratique. Tu sais, Diana Lee, il faut vraiment euh, contribuer à prendre cette direction-là. Il y en a quand même aussi qui marchent beaucoup au consensus. Mais tu sais, une sorte de consensus qui est fait pour être fluidifié, puis que Mhm. les gens, il faut qu'ils se forment, puis tout ça. Euh, Puis, tu sais, dans ça, c'est comme, OK, on veut pas que notre milieu de vie soit comme un modèle d'entreprise classique avec, tu sais, un ou des propriétaires qui délèguent leur pouvoir à un conseil d'administration, qui délèguent leur pouvoir à des cadres, puis des chefs d'équipe de groupe de travail, qui après ça gèrent des employés, tu sais. On veut que ce soit un petit peu différent.
On a une intention, tout le temps, il y a tout le temps une intention qu'on soit plus, que ce soit plus juste entre les gens. Il y a tout le temps une intention que ce soit plus équitable, que ce soit plus égal. Mais souvent, c'est comme, c'est une lubie, l'égalité, comme on n'y arrive jamais vraiment, là. Mais tu sais, que ce soit juste entre les gens, que ce soit équitable. Parce que tu sais, t'as des gens qui ont plus de compétences que d'autres, là. C'est comme, c'est inévitable, là. Fait que là, OK, mais ces gens-là, il faut-tu qui donne exactement la même chose que l'autre, mais là, il l'a fait plus rapidement parce qu'il est plus compétent. Ah, mais là, s'il travaille plus longtemps, mais il va travailler, il va avoir fait plus de Hmm. travail. Ah, mais là, s'il est plus compétent, il va être capable de porter plus de charge mentale. Fait que là, il faudrait qu'il en porte plus parce qu'il est plus compétent. Mais là, il n'y aura pas nécessairement plus de privilèges dans la communauté liée à ça, tu sais. Fait que c'est vraiment comme. Oui, on a comme tout le temps. C'est vraiment l'intention de, de, de briser les modes de gouvernance traditionnels pour C'est en effet développer. la sociocratie elle ressort beaucoup là, aussi dans la littérature que j'ai vue, fait que zéro surprise. Puis je crois que la première fois que j'avais entendu, c'était d'ailleurs à la Cité écologique là, que j'avais appris le concept à la base. C'est Ouais. intéressant. Est-ce que tu dis entre autres autour de ben, c'est l'équité des apports par rapport aux expertises, les responsabilités autour. Je pense que clairement tu sais, les grandes mesures qu'on peut faire rapidement pour l'équité, c'est ouais, bien caser une forme juridique qui va aller vers une certaine équité, comme tu dis, là, si c'est un actionnaire qui est lié à un CA, ben c'est comme l'équité elle repose sur le bon vouloir de quelques personnes qui possèdent. Là, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est genre c'est pas que ça peut pas se prêter à tu sais, à aucune communauté intentionnelle, mais ça semble un danger quand même pour la pérennité puis juste de la justice à l'intérieur de les communautés, là. Fait qu'on retrouve, c'est sûr, beaucoup des formes juridiques autour d'OBNL, de fiducie d'utilité sociale. Il y a le modèle des fiducies foncières communautaires aux États-Unis puis qui commence au Québec, des coopératives, des syndicats de copropriété, puis très souvent une juxtaposition de plein d'affaires. Je me rappelle que Ouais. vous disiez ça, à la cité écologique, c'est comme un ramassis de trucs, mais vous n'êtes pas de seul pantoute, là. C'est la plupart des projets structurés aussi qui ont duré un certain temps finissent avec un genre de leg de structure juridique Ben, qui répond aux besoins. ben, t'étais là quand, dans la formation de créer mon cohabitation 1 et le village Oui, urbain. oui. Puis je trouve qu'ils l'ont super bien expliqué là, avec un tableau. Puis c'est comme il disait, là, il n'y a pas vraiment de, de, de forme juridique parfaite, là. On est tous un peu comme à essayer de patcher des affaires d'un- des formes juridiques qui sont pas faites en fait pour ce qu'on essaye de faire. Puis, mais tu sais, c'est comme Cohabitat Québec, c'est quoi? C'est coop de, de syndicat de copropriété comme un condo, plus une coop de solidarité qui, les deux, tu sais, ils s'entremêlent dans comment ça fonctionne. Puis, tu sais, c'est comme il y a plein de modèles, genre les fiducies d'utilité sociale agricole qui commencent à en avoir plus. Nous, à la Cité, c'est vraiment pas un modèle réplicable, là. C'est comme il y a toutes les formes juridiques, là. On a des entreprises incorporées qu'on utilise comme des entreprises sociales. On a des SNC, au BNL, on a essayé toutes les formes juridiques. Ça donne un certain savoir-faire à l'intérieur. Mais je me rappelle Oui, d'avoir trouvé bien drôle quand je l'avais appris, là. Même les SENC, puis tout, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup qui se négocient dans un peu l'informel, puis des contrats-verbaux, là, j'imagine. oui, puis mettons on a une entente sociale entre nous, là, qui Hmm. est en dehors un peu du cadre de ce que la loi fournit, mais ça fonctionne parce qu'on a un assez haut niveau de confiance entre nous, là. Euh, mais si ce niveau-là de confiance n'avait pas été bâti à travers genre 40 ans de vie collective, ben, Hmm. ce serait difficile vraiment à mettre en place là, au début. Mais mettons qu'on repart du début, là, puis qu'on repart Ouais. pour pas que ce soit trop mélangeant. Ouais, ça marche. On part à partage, mais tu vois, facilité par la confiance. Ben, c'est ça, je trouve que tu as fait un lien, là. Tu me dis que vous avez
vous avez une certaine confiance qui a été bâtie au travers du temps. Le partage, c'est juste une des grosses stratégies qui est possible de faire en éco-communauté, qui est difficile à répliquer ailleurs. Puis, pas dire que les autres partagent pas, là, mais tu sais, vous, ça se fait de deux côtés. Vous décidez de partager beaucoup, donc vous partagez beaucoup, mais ça mène à partager d'autres choses que vous n'aviez peut-être pas initialement décidé de partager. Si on décide d'avoir un projet d'immobilier collectif, puis qu'on commence à penser à ça, ben on n'est pas si loin après ça de l'autopartage, ou tu sais, de se partager des trucs. On crée du lien. Le commun qui est créé a besoin de liens sociaux pour être entretenu. Fait qu'en discutant ensemble, idéalement, puis avec des bons genre, processus de prise de décision, de gestion de conflits, etc., ben ouais, ça va avoir du lien, puis vous allez pouvoir partager. Puis ben partager, comme je disais plus tôt, c'est si on se limite, si on se restreint d'une certaine manière, là, parce qu'on peut partager pour avoir plus aussi. Mhm. Mais si on partage pour avoir une certaine satisfaction suffisance, ben, ça peut permettre d'avoir un excellent standard de vie, comme niveau matériellement, en ayant beaucoup moins à soi. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, dans la banlieue où j'ai grandi, je pense qu'il y a plus de chars que de logements, tu sais. Là, présentement, je vis à Montréal, dans un quartier assez central. Pas du tout le cas, pas à cause du partage, par contre. Mais, ben, quoi que, transport collectif, c'est une forme de partage. Mais vous pouvez également l'organiser à l'intérieur d'éco-communautés. On voit beaucoup du ride-sharing, entre autres, mais tu sais, ça peut être le partage des espaces collectifs, de certains équipements, de repas ensemble aussi, toutes des Ouais, opportunités de mutualisation qui réduisent l'empreinte environnementale, entre autres. ouais. Autopartage, je l'ai mentionné. Groupe d'achat pour de la nourriture. Tu sais, nous, ici, on a le groupe d'achat. Moi, je vais jamais à l'épicerie, là. Ouais. Je fais juste, tu sais, dans le fond, c'est comme un abonnement mensuel, là, qu'on paye un montant mensuel. Puis après ça, ben, c'est comme, tout est distribué comme entre tout le monde, là. Fait que, puis là, ben, OK, il y a une personne le mercredi qui prend une vanne, puis qui va à Sherbrooke, puis qui fait, genre, les commissions pour tout le monde, là. En plus de, genre, se faire livrer de certains distributeurs, puis de certains producteurs locaux, là. Fait que, après ça, tu rassembles tout ça, puis c'est comme, oui, ça, c'est clairement partagé. Moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'on partage aussi des tâches, là. On fait des corvées collectives, puis on partage des responsabilités, là, ensemble aussi. On partage aussi des émotions. Et c'est ça, là, on vient qu'à partager plus que le physique, les espaces, tout ça, là. Puis, Là, Hugo, tu dis ça, là, puis je réalise à quel point mes 13 catégories, ça aurait pu être complètement différent aussi, tu comprends? ouais, ouais, Parce que, tu sais, les différentes pratiques que tu as nommées, je les ai observées aussi dans certaines communautés, puis tu sais, ils ont fini dans d'autres catégories, mais tu as tellement raison, c'est tout du partage. Tu ouais. sais, c'est ça, en effet, le partage de ses émotions, de ses expériences, de ses paroles, de ses pensées, de son temps. Ouais, 100%. Puis c'est vrai que là, c'était vu plus avec une orientation matérielle, là. Ces autres formes de partage-là, j'ai capture sous d'autres formes là, en termes de Ouais. stratégie, mais ils sont tout autant du partage. Puis, qu'est-ce que je disais un petit peu plus tôt? T'avais comme, tu peux partager pour avoir plus, pour avoir moins. Il y a quand même l'idée de simplicité volontaire que là, j'ai dénoté comme une stratégie, mais tu sais, ça, c'est comme un petit peu fondamental j'ai l'impression de l'idée d'éco-communauté, là, tu sais, ou si on prend sérieusement la vocation écologique. Euh, c'est ça, en, en partageant, on peut économiser. Tu sais, on a moins besoin de dupliquer. Si tu es dans le système normal ou ben normal, en tout cas le modèle occidental où tu vas acheter les affaires que tu consommes et que tu utilises, ben, ça te permet d'économiser. Puis si tu es dans un mode un peu plus d'autosuffisance, d'autoproduction, ben, tu as moins besoin de travailler peut-être pour produire tous les trucs dont vous utilisez. Mais c'est aussi important qu'est-ce que tu fais avec le surplus, tu sais, soit avec tes économies ou avec le travail que tu as dégagé par le partage. C'est sûr que si c'est fait pour avoir plus, puis genre c'est plus on retourne à un autre endroit, plus de matériel, plus de trucs, ben ouais, le partage peut servir à d'autres choses qui, euh, qui a présenté, ça présenté un mode de vie plus soutenable, là. Ouais. Mais oui, en général, c'est aussi lié. Il y a plusieurs gens, je crois, dans le mouvement des communautés intentionnelles qui ont cette idée-là de simplicité volontaire. Tu sais, dans le mouvement des oasis en France, Ouais. écolieux, tout ça, les termes
sont un peu différents, mais c'est exactement la même chose, là. Tu peux dire écolieu, communauté intentionnelle, c'est quasiment la même chose, là. Puis genre, Oasis, puis Ecoamo, puis ça se ressemble pas mal, pas mal. Puis la sobriété, Mhm. tu sais, c'est vraiment le même concept que simplicité volontaire. C'est un des 5 piliers du mouvement des Oasis, là. Fait que oui, moi je vois que c'est très, très, très dedans, là. Très, très bon point. Puis c'est le fun de le noter aussi que ouais, c'est comme un truc assez officiel porté. Je pense aussi là, quand on regarde les origines du mouvement, puis tu connais peut-être plus que moi, là, mais même au Québec, là, j'ai l'impression qu'il y a aussi plusieurs penseurs me semble, autour de la simplicité volontaire, ou même décroissance, qui ont quand même beaucoup influencé des projets des dernières décennies. Là. Fait que c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Puis après, ça prend différentes formes, là. Tu sais, j'en ai aussi vu des communautés qui ont marché, tu sais, qui ont rentré dans mes critères, là, tu sais, mais ouais, qui sont bien moins dans cette optique-là. Là. Il y en a que ça peut aller très loin, tu sais. Il y en a qui sont en autoproduction, puis qui font le choix de s'arrêter à un certain niveau de mécanisation, par exemple, dans leur culture agricole, pour ne pas être trop productif. Mais ça fait aussi qu'ils vivent dans des situations, dans des conditions que nombre d'entre nous au Québec trouveraient précaires, tu sais. Mais tu sais, c'est par choix. Puis ça semble tout à fait pouvoir permettre une certaine satisfaction, alors qu'on en voit d'autres aussi que, bah, c'est ça. Conception orientée vers la soutenabilité, j'imagine c'est comme, OK, comme une orientation solaire passive d'un bâtiment, des mutualisations d'espace. C'est-tu vraiment plus dans le bâtiment ou dans genre le design de tout, comment ça fonctionne la communauté? Là, cela, on parle bien du bâti, un peu plus des Ouais. espaces, on parle du matériel encore plus dans cette orientation-là. Ouais. Parce que c'est vrai que tout peut rentrer aussi sous design et conception, là. Tu sais, on design aussi une gouvernance, on design des systèmes sociaux. Mais là, c'est ça. C'est bel et bien le bâtiment. Quoique, on peut se rendre jusqu'au quartier parfois. Tu sais, je suis dans plusieurs, ben, je dis quartier, mais tu sais, comme à la cité écologique, là, vous avez essentiellement, tu sais, c'est pas une petite superficie, là. C'est l'agencement des espaces, des bâtiments entre eux, les axes de Ouais. mobilité entre, c'est des choses qui ont quand même un grand impact sur la soutenabilité. Mais oui, fait que souvent, tu sais, pour dire des trucs qu'on retrouve fréquemment là, dans les constructions, c'est des espaces marchables peut-être entre les différents bâtiments. Fait que souvent, ils vont avoir une plus Ouais. grande densité entre les bâtiments. Les espaces vont des fois être plus petits. Euh, sur des grands terrains où est-ce qu'il y a peut-être de la forêt, là, tu sais, puis des espaces naturels, les habitations vont être plus regroupées qu'on retrouverait dans beaucoup de modèles suburbains ou urbains. Ben, plus suburbains, mettons. On trouve des espaces versatiles, fait que des espaces qui sont faits pour pouvoir prendre plusieurs fonctions au travers du temps, ce qui est comme quand même un grand truc qui change la soutenabilité d'un espace, là. Tu sais, si on produit un bâtiment ultra spécialisé pour une personne, dans le fond, tu sais, ou pour une utilisation économique, mettons, là, je sais pas, une usine à tofu, tu peux pas faire 100 millions d'autres choses avec. On a besoin là, de trucs spécialisés pour certaines choses, mais quand on peut promouvoir la versatilité, ça permet que le bâtiment n'est pas inutile une fois qu'une fonction c'est de sa place. Euh, fait que puis t'en as mentionné plein d'autres, là. Orientation sur la passive, exactement. Fait que c'est un peu tout ça. Ouais, mais ça me fait penser à genre, c'est genre Dancing Rabbit ou genre tu parques ton auto, puis Mm. après ça, dans un stationnement, puis après ça, tu marches pour aller chez vous. C'est genre ici, mais nous, on a un chemin marchable à côté du rang. Il y a le rang qui est les autos, puis les camions, ils passent, tu sais. Puis après, nous, on a fabriqué, depuis le début, là, depuis le début, un chemin qu'on appelle le chemin de service, que dans le fond, c'est pour les gens qui marchent, qui vont à vélo. Puis là, OK? ben, les 4 roues, ils finissent par passer là aussi, Ouais. là. J'ai vu plus d'un motorisé à la cité, là. Ouais, Mais vous avez des grands espaces aussi, là. Tu sais, puis je crois comprendre que le zonage est aussi un obstacle à un développement plus dense, si je me ouais. trompe pas, là. Ouais, c'est ça. Mais comme dans le où est-ce que moi j'habite, là, ben OK, il y a comme un 8 logements que d'ailleurs on pourrait pas refaire maintenant, là, mais vu qu'il a Hmm. été fait dans les années 80, ben, on va encore le faire. Puis là, il y a comme plusieurs maisons autour. Il y a un autre 8 logements comme plus loin, genre à 300-400 mètres. Puis il y a une piscine. Il y a une piscine pour tous les couvre-villages. OK.
Ah, wow, j'ai pas vu la piscine, my God. Il y a pas ça dans les portes ouvertes, je pense. Non, non, mais elle est comme l'autre bord. Tu sais, on fait pas vraiment Oui, visiter oui, les habitations aux gens pour se garder bien un sûr. espace privé, là. C'est Mais, déjà pas pire cool de recevoir une gang d'inconnus chez vous à ouais, chaque c'est ça. été. Ouais. Ouais. Euh, L'idée d'intendance de la nature des ressources, c'est un petit peu lié, mais il y a beaucoup d'éco-communautés qui font du travail de conservation, là, tu sais, qui vont prendre ouais. soin des écosystèmes près d'eux autres. Des fois, ça va dans le juridique aussi. Il y en a qui apposent un statut de conservation sur leur terre. Ça, c'est quand même un move intéressant là, sur le long terme aussi. Tu sais. Des fois, on peut pas nécessairement garantir la pérennité dans 200 ans tu sais, du modèle de la communauté en tant que tel, mais euh, ça, à moins de grandes réformes réglementaires juridiques qui sont totalement possibles, là, mais bon, le statut de conservation, c'est quand même quelque chose d'assez périn. Là. Fait que ça limite la manière que tu peux utiliser, par exemple, un espace naturel, tu sais, et donc préserver son état dans le temps. Ouais, statut de conservation, tu parles-tu de fiducie dans ce cas-là? Je parle pas de fiducie. J'en parle plus du côté gouvernance, là, quand on parle vraiment de la Ok. forme juridique. Mais écoute, je peux pas dire les termes exacts pour Québec, mais on peut apposer des statuts de conservation, là, comme Ok, tu peux appliquer, ça doit être le ministère de l'Environnement au Québec là, qui prend ces ok, demandes-là. Puis il y a plusieurs OBNL qui sont spécialisés dans ça, là. L'idée que toi, tu es ok, un propriétaire, puis tu veux préserver l'état des lieux dans une durée indéterminée, ben, tu peux comme volontairement demander que ta terre soit réglementée, entre autres, contre certains usages. ok. C'est quelque chose qui a été fait, si je me souviens bien, là j'ai Eco-Village at Ithaca en tête, là. Je crois qu'ils l'ont fait sur une partie de l'espace naturel Ouais. de leur terrain. Ok, intéressant. Fait qu'on retrouve conservation, on peut aussi parler de la régénération là, des sols, on voit beaucoup de l'agroécologie, permaculture, dans toutes sortes d'éco-communautés. On voit des systèmes de capture, traitement des eaux d'artisanaux jusqu'à très innovants et parfois illégaux, mais très bien souvent. Puis souvent, il y a aussi une intention pour juste limiter les déchets, là, ou du moins transformer les sous-produits de transformation en d'autres choses, là, style économie circulaire. Oui, oui. Mais c'est ça, je comprends tout ça. Mais nous, avec le groupe d'achat ici, là, il y a vraiment beaucoup de pots qu'on réutilise. Puis OK? genre, comme quand on achète des pots de beurre de pinot, on réutilise le pot de beurre de pinot après pour genre mettre du yogourt dedans, là. Avez-vous trop de pots de beurre de pinot à un moment donné? Oui, puis des fois, à un moment donné aussi, ça devient comme de gratter chaque étiquette de chaque pot. C'est pas super productif, là. Mais mettons, ici, comparé à une vie de banlieue normale, tu sais, on a genre deux sortes de compost. euh, quand Ah, même, OK. parce on a fait notre propre compost. Mais là, dans ce compost-là, on met pas genre les os de poulet, des mouchoirs ou d'autres affaires comme ça. Fait que là, il y a le compost municipal aussi, qu'on met l'autre sorte de compost qu'on met pas dans notre compost. Il y a beaucoup de choses quand même qui vont au recyclage. Puis après ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont juste comme relavées puis réutilisées. Fait qu'il y a vraiment, non, il y a vraiment moins de déchets. On est loin d'être zéro déchet, là. Mais je pense comparé à juste le standard normal, puis le fait que ce soit systématisé à genre 115 personnes, ben il y a des gens qui le feraient pas, là, l'effort supplémentaire pour acheter en, en, en vrac, là. Fait que ben, c'est quand même, oui, la réduction des déchets est quand même là, puis c'est souvent, même des fois, comme côté maladif, on accumule des choses qu'on veut pas acheter. Fait que c'est encore bon, on pourrait faire d'autres choses, puis on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Je Mais suis carrément coupable de ça aussi. Je faisais là, on a un semi-armoire rempli de pots de ouais, verre. Pris de trucs. Mais hey, tu l'as dit, hein, quand tu parlais vraiment de systématisation du truc, il n'y a peut-être pas tout le monde, justement, à la cité qui le ferait. Ben, tu sais, ça va comme dans une des forces un petit peu plus comme sous-jacente, là, justement, de modèles d'éco-communauté. C'est que j'ai utilisé des termes peut-être drastiques tantôt, là, vous vous obligez, mais tu sais, je veux dire, vous cultivez vous créez une culture alternative, tu sais, une culture un peu différente. Alors qu'ici, je pourrais amener quelque chose au recyclage, puis personne dirait, puis je dis ici à Montréal, je pourrais mettre un truc
dans le mauvais bac, là. Tu sais, c'est con. Ouais. Juste jeter quelque chose que je pourrais utiliser, puis sûrement que personne ne me dirait rien. Après, ça dépend de qui je m'entoure, là. Je m'entoure de personnes qui ont des valeurs environnementales assez près d'elles. Mais voilà, tu sais, puisque, comme tu dis, c'est systématisé par le groupe d'achat, peut-être, plus de trucs en vrac. Puis les pratiques aussi, ben, si vous êtes une bonne gang à avoir de la valeur là-dedans, il y a plus de chances que quelqu'un qui fait quelque chose d'autre fait Hey, tu veux pas le mettre dans le bon bac à la place? Puis, tu sais, que ça devienne plus un acquis, là. Ça se passe-tu de même ou? Il y a des gens qui sortent les choses du bac de recyclage. Ah, ça, on pourrait le regarder. Et Ou genre voilà. les pots de 2 litres de crème glacée Quaticook, là. Ah On oui. les réutilise, Ah ben si t'es prends pas, je vais les prendre, eux autres. on remet des tomates coupées dedans qu'on met au congélateur, puis tout ça. Mais des fois, je jette des pots quand ils sont vraiment sales. Hugo, Hugo, Oui. dis-moi pas ça. Je sais pas, je vais Non, pas mais le dire. tu sais, quand je travaille, je t'en ai parlé tantôt, en ce moment, au travail, c'est le responsable de la cuisine collective, là. Ouais. Des fois, c'est comme, là, le pot, il nous a été ramené vraiment sale, là. Moi, je le mets au recyclage, là. On pourrait couper ça du podcast, là, t'inquiète, Hugo. Non, je vais le garder. Ramenez pas des pots sales à l'épicerie. Fait que dans les prochaines stratégies, il y en a un qui est, bon, peut-être un peu, je sais pas, tu me dirais, il est-tu intriguant, lui? Entrepreneuriat politique et activisme. Je pense que vous en Ouais. faites. Ben, je pense ici, c'est vraiment moins ça. Mais tu sais, juste le geste de euh, euh, faire de notre mode de vie ça, de créer notre propre Ouais, éducation alternative, c'est un geste politique en soi, là. tout à fait. Mais nous, on va pas vraiment comme. Les gens, je pense, sont pas vraiment intéressés par ce qu'ils conçoivent comme étant de la politique ici, Mhm. les élus municipaux, les élus provinciaux, ou ça, mais vraiment notre mode de vie est une action politique, là. 100%. Qu'est-ce qui est compté ici? Ben, tout ça est politique, là. Mon mémoire est politique, là. Tu sais, ça, puisqu'il se positionne quand même d'une certaine Mm. manière. Mais oui, qu'est-ce qui est capturé ici dans cette stratégie-là? C'est comme vraiment le travail actif, peut-être pour négocier avec ceux qui détiennent le pouvoir, soit en dehors de la communauté, pour changer le système. Euh, fait que, tu sais, il y a un certain potentiel des éco-communautés, vous avez un certain nombre, là, tu sais, Ouais. quand les communautés ont ce mindset-là, d'essayer de faire changer les choses dans leur municipalité, ben, il y a déjà pas mal tu sais, déjà, le groupe peut facilement être mobilisé, puis ça rend aussi plus facile des fois, là, de mobiliser le reste de la communauté. Un gros facteur, mettons pas facteur de succès, là, mais plutôt un mécanisme qu'on voit, là, pour qu'une communauté ait de la facilité à mobiliser peut-être tu sais, la communauté plus large, là, la collectivité, les résidents autour, puis aussi influencer la municipalité. Souvent, on va voir que c'est celles qui ont un positionnement pas trop radical, puis pas trop mainstream qui réussissent. Comme ceux qui sont... tu sais, c'est un développement d'éco-village qui est juste des maisons high-tech d'énergie. Tu sais que j'en ai vu là qui passaient un peu pour des communautés intentionnelles, mais tu sais qui c'était plus tout le monde avait acheté leur maison, puis tu sais, on est très près de la propriété individuelle privée même. Bon, eux autres, ils ont rarement des grandes ambitions de changer le système assez pour faire des démarches politiques. Mm. Puis ceux qui sont très radicaux, ils se font juger. Ils se font juger, ils se font pas reconnaître. C'est les fuckés qui viennent de débarquer. Ouais. Ouais. Genre, Euh, genre off the grid, ou genre complètement anarchique, ou dans ce style-là, là. Très, très, exact. très en marge de ce qui se fait dans le mainstream. Tout à fait. Puis tu sais, souvent, beaucoup de ces projets-là, tu sais, surtout dans les milieux ruraux, c'est comme des néo-ruraux, là. Tu sais, c'est des gens quand même qui viennent de la ville, qui débarquent. Fait que tu sais, d'emblée, il y a une certaine méfiance, souvent des communautés locales par rapport au monde de la ville qui arrivent avec leurs idées puis qui veulent faire des choses différentes. Fait que c'est ça. Souvent, on voit qu'un genre de travail, arriver à ce positionnement intermédiaire où est-ce que, OK, oui, ils savent que vous êtes différents, là, mais tu sais, ils voient de l'intérêt. Tu sais, ça répond à un besoin local. Fait que, c'est ça, il y a une ça peut être réfléchi si une communauté veut influencer, tu sais, faire évoluer le zonage, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on voit très souvent. Tu sais, on a l'ambition de construire différemment, mais il y a toutes sortes de réglementations qui peuvent bloquer la chose. Des fois, on voit des éco-communautés qui vraiment se mobilisent ensemble pour faire un de leurs résidents un candidat aux élections, puis un conseiller municipal. Parfois, ça fonctionne. Un truc que je trouve fun à dire, c'est les pratiques.
ce que j'appelle les pratiques pré-légales. Je crois pas que je l'ai inventé, là. Je trouvais ça dans un, dans un des articles, il me semble bien. Euh, L'idée de faire un geste illégal, puis là, je l'ai surtout vu autour de design du bâtiment, là. Ouais. Par exemple, qu'on disait tantôt, là, des systèmes de traitement d'eau, genre de cartes de qui sont peut-être pas approuvés. Mais dans l'idée qu'ils le deviennent, tu sais, qu'ils deviennent Hmm. légal. Il y a toutes sortes de choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais que si on pouvait, permettrait un bâtiment tellement plus écologiquement soutenable, par exemple. Ouais. Puis que, tu sais, il y a peut-être certaines raisons là, pourquoi il y a une réglementation, mais bon, souvent c'est perdu, puis les élus d'aujourd'hui savent même plus pourquoi, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, fait que ça, on l'a vu, des communautés qui vont bâtir des toilettes compostables, ils n'ont pas le droit. Ils vont se pogner 3 ans d'amende, puis à un moment donné, ils vont tellement être fâchés qu'ils vont se mobiliser, puis ils vont réussir à faire changer la Ouais. réglementation. C'est quand Wow. même cool, parce que ça aurait Ouais. pas changé si c'était pas pour la pratique pré-légale, tu sais. Ouais. Ah, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, je vais pas dire des fois, comme des fois on fait des choses illégales, je veux dire, on fait des choses très-légales. J'adore. Que ça réfléchit, là. Faut qu'il y ait une intention, Ouais. faut qu'on veuille que ça soit légal. Ouais. Mais ouais, exact. Après ça, on a développement personnel et interpersonnel. Quand ce que je fais avec mes mains, je fais comme. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ben oui, t'es J'adhère. d'accord. Ok. Mais oui, carrément. Ben, plutôt, tu parlais de sociocratie, puis je pense que c'est un truc qui est rendu. Je trouve que le monde d'éco-communauté, vous avez fait une bonne job. J'ai l'impression au Québec d'être réaliste puis d'éduquer le monde sur les défis que ça vient aussi le vivre ensemble. Mhm. Puis en même temps, ça me semble, puis je peux pas parler d'expérience, mais tellement un endroit où apprendre à se connaître, à parler avec les autres. Comme tu dis, il n'y a pas tout le monde à qui ça fait, mais je pense que, comment dire, on apprend les compétences en le faisant en même temps, là. Tu sais, il y a plein de gens qui du jour au lendemain ne seraient pas capables, mais qu'après 3 ans, ils seraient capables. Tu sais. Entre autres parce qu'on grandit avec une culture c'est ça, très individualiste, on est capable, on a une grande mobilité géographique puis sociale. Tu sais. Si on s'entend pas avec nos amis, on peut juste les ditcher, genre, Ouais. puis en trouver d'autres. Genre, je te bloque sur Facebook puis partout. C'est Ouais. moins facile quand tu vis ensemble. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est vraiment là que j'allais aussi. C'est que on s'en rend pas compte, mais dans la société normale, là, mais t'as le privilège oui, comme jeter tes relations, là. Puis pas, je parle pas juste de relations amoureuses, je parle de relations comme, ben oui, tel ami, je vois qu'il me draine trop, puis c'est pas une bonne relation, ben je, je choisis tu sais, pas donner suite à cette relation-là. J'aime pas mes collègues de travail au bureau, ben je change de travail, tu sais. Mais là, ici, c'est comme. En tout cas, nous autres, on fait le travail et la vie ensemble, là. C'est pas vraiment pas le cas de tous les cas, les cohabitats. Les cohabitats, c'est plus. Tu sais, les cohabitats, c'est plus comme mes amis deviennent mes voisins. Euh, Ici, c'est genre mes amis sont mes voisins, sont mes collègues, sont ma famille. Fait que là, c'est comme. Ben, quand ça va pas bien avec quelqu'un, si tu le vois tous les jours, là, c'est pas, c'est pas full agréable de faire ça. Fait que là, c'est comme, OK, il faut que j'essaie de passer par-dessus, puis allez, voir qu'est-ce qu'il y a après ça, là. Puis oui, c'est beaucoup de travail sur soi, puis c'est comme, je peux pas juste choisir de changer de lieu de vie si je veux. Ben oui, je peux choisir de quitter, là. Mais ça va vouloir dire quitter tout le reste aussi, là. Ça serait un très grand abandon d'un coup, là. En effet, ça te coûterait bien plus que tu sais, Ouais. c'est ça, quitter une relation dans un contexte ben, c'est ça, là, de Montréal. Là. Euh, Mais ouais, vas-y. ouais, qu'est-ce que tu voulais dire par développement interpersonnel? Comment tu le voyais? C'est surtout le développement du lien social entre les autres. Puis Ok. oui, développement personnel orienté à s'entendre avec les autres. On parle beaucoup dans les process, on parle beaucoup de communication non violente, là. Ça revient vraiment souvent comme manière de parler, mais tu sais, on voit même je considère là-dedans des rituels tu sais, qui partent d'une culture partagée, qui permettent de se connaître. Tu m'as demandé, on a fait un check-in en commençant, tu sais. Ça, c'est Ouais. comme des pratiques qui mènent à une certaine réflexivité, à se connaître soi, mais à connecter avec l'autre.
Puis je suis empathique, là, je dois dire, pour, pour ta situation que tous tes réseaux ben, tu sais, sont les mêmes. Là. Il n'y a pas la même diversité de réseaux qu'il y a ailleurs. C'est vrai qu'on voit comme un gros, comme un, comment dire, un gros spectre là, d'à quel point les réseaux des gens dans les éco-communautés sont diversifiés. Tu sais, justement, dans les cohabitats, bon, c'est tes voisins, comme tu dis, mais t'as Ouais, une autre gang à la job, puis t'as des amis en dehors, peut-être parce que t'es au milieu de la ville, genre, puis que t'as des ouais. groupes d'affinités en dehors. Plus difficile dans des endroits géographiquement reculés, ruraux, si vous auto-organisez le travail. J'avoue, j'avais pas pensé à là, à comme. Ben, tu sais, c'est ça, on est tous différents, là, mais c'est ça, est-ce que c'est des extrêmes? Est-ce qu'on perd quelque chose d'important à être juste dans la même gang? Parce qu'en même temps, tu sais, j'aurais dit, mais là, ça, c'est moins empathique vis-à-vis de toi, mais être forcé à devoir régler tes problèmes, fais-toi un humain incroyable. Tu sais, dans le Ouais. sens que tu dois, ça, c'est ce que tu dis, là, tu dois penser à toi, tu dois faire des efforts. Euh, Ce qui Oui, mais est, à un certain degré, on considère quand même important pour une société plus communaliste où est-ce qu'on répond à nos besoins sociaux. Mais ouais, il y a peut-être un point où est-ce que ça répond pas aux manières d'être de beaucoup de gens. Je ouais, sais pas c'est ce que ça. t'en penses. Mais c'est comme fuir, c'est beaucoup, ça devient plus possible. Fait que oui, t'as comme un peu pas le choix de faire ce cheminement-là. Euh, mais après ça, c'est comme tous les problèmes se règlent pas. Puis il y en a Ouais. qui restent là. Puis il y a des gens ici, il y a des gens, mais c'est comme on les connaît, là. On sait c'est quoi un peu les relations, mais il y a des gens qui seront pas capables de travailler avec l'autre. Mais là, après ça, on le sait. Fait que là, on va pas nécessairement mettre ces deux personnes là ensemble à travailler ensemble. Mhm. Mais euh, oui, maintenant, si tu veux apprendre à te connaître, là, va vivre dans une communauté internationale. Tu vas, tu vas vraiment aller beaucoup plus profond dans les layers que tu n'aurais pas nécessairement été si tu t'avais pas été confronté. C'est très confrontant. Euh, tu sais, Jordan Ali fait parler du l'effet polissage, là, c'est comme de la friction, puis là, les coins de, tu sais, genre une pierre, là, puis là, des coins ils deviennent Hmm. plus Des ronds. coins rough, un peu, qui Ouais, se c'est font. ça. Les coins rough, puis là, avec le temps, ça devient plus rond, puis tout ça. Mais mettons, vraiment dans le mélange de toutes les sphères de la vie, là, euh, tu sais, un moment donné, puis oui, ça amène à se développer plus, mais un moment donné, je fais comme, ah, j'ai besoin de. Tu sais, comme le podcast que je fais en ce moment, pour moi, c'est un exutoire de ça, là. C'est comme, ah, j'ai besoin de sortir de la bulle, là. Puis j'ai besoin de, comme, voir d'autres mondes, faire d'autres choses, avoir d'autres relations avec d'autres gens qui sont pas toujours les mêmes personnes ici. Des fois, j'ai l'impression que comme ça patauge un peu, que ça devient de la boîte, puis que c'est comme genre un lac qui reste toujours le même lac, là. Je sais pas. Mais c'est comme un peu, il peut être traversé par une rivière, mais au moins, il y a de la nouvelle eau, puis tu sais, ça fait un peu ça quand il y a des stagiaires, des visiteurs qui viennent ici, là, ça fait comme, ah, wow, des nouvelles personnes. C'est comme ça vient un peu changer il y a une espèce d'énergie qui s'installe, là. Puis là, à un moment donné, le dynamisme il change. En tout cas. En vrai, c'est super fascinant, là, puis c'est une dimension de aussi ouais, qu'est-ce que le mouvement, puis par exemple, comme tu dis, là, les stagiaires, les gens qui viennent un moment apportent que j'avais pas trop pensé. Ça fait du sens, là, moi j'y pense même dans mon contexte professionnel, tu sais, je sais pas, quand t'es dans juste en une équipe de travail, on a certaines idées, on a certaines manières de faire, puis là, Mm. tu t'en vas avoir d'autres équipes, tu t'en vas dans des événements, tu rencontres du monde, puis là, moi, genre, quand je fais ça, je reviens plein d'idées, comme, waouh, on peut faire les choses différemment, on peut faire ci, pis ça. Ouais. Clairement, ouais, ça me semble qu'il y a un besoin assez important. Fait que, ouais, il y aurait peut-être à ajouter là, à cette stratégie-là, puis dans les approches, si je l'analysais sous cet angle-là, là, il semble avoir pour chacun peut-être un certain équilibre, là, aussi, un désir, Mm. quand même une importance pour la mixité, puis une certaine diversité d'idées, de profils, de personnes, en même temps de pouvoir approfondir les liens qui fait de toi, comme tu dis, qui sème polish the edges. Ouais. Approvisionnement responsable et résilient. Yes. Écoute, tu as parlé de groupe d'achat. Je me suis retenu de commenter jusque-là parce Ouais. que je savais que ça venait. Mais tu sais, c'est ça, là. Fait approvisionnement, là, on parle de tout ce qui est comme les choix qui sont faits pour répondre à tes besoins matériels un peu. Pas incluant le travail, mais comme. C'est ça. Comment dire? Ça peut être le choix de sur quoi on met notre travail. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on décide de produire ou Mm. qu'est-ce qu'on décide d'acheter. Tu sais. Fait que c'est un peu les biens de consommation.
autour desquels on s'entoure. Ça considère aussi l'énergie. Mais c'est ça, on voit, de manière très générale, on voit beaucoup d'approvisionnement collectif. Comme tu dis, les gens vont juste mutualiser l'achat ou le Ouais. travail d'approvisionnement, ce qui peut permettre certaines économies, mais en même temps, ben, c'est ça, il faut faire un truc à décider ensemble en termes de transport, de packaging. Tu sais, il y a toutes sortes d'économies à ce niveau-là. On voit souvent justement les groupes d'achat qui priorisent un plus faible impact environnemental ou de la Ouais. nourriture peut-être plus saine et santé, plus locale. Ça, on le voit beaucoup. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est simple à penser, là. Pourquoi, mettons, c'est mieux pour l'environnement puis que ça permet de réduire notre empreinte. Euh, Côté local, un truc que je trouve intéressant à noter, c'est que c'est pas juste que quand c'est proche, ça pollue moins, parce qu'il y a ça, là. Il y a le transport, là, qui est quand même une source importante de pollution de GES, par exemple. Mais il y a aussi l'idée que les communautés locales qui sont dépendantes comme d'une ressource naturelle vont pas la détruire. Mhm. Puis là, en société, nos chaînes d'approvisionnement Ouais. globales font tout à fait ça, là. On peut détruire le reste de la planète pour avoir du cobalt dans nos téléphones, mais on n'en voit aucunement les conséquences. Puis puisqu'on a un pouvoir d'achat démesuré comparé à d'autres gens sur la planète, ben ça continue. Tu sais. Ouais, c'est ça, mais Euh, on le voit pas directement. Quand tu t'achètes un nouveau téléphone, ton iPhone, il est tout beau, il est tout dans ta belle boîte, là, mais tu vois pas comme le gars en Afrique qui a cassé des cailloux en main, puis que la grosse mine à ciel ouvert, puis tout ça, tu le vois pas, là. Exactement. Fait que on considère que avoir une activité de même, genre tu sais, que toute la chaîne d'approvisionnement, là, tu sais, que l'extraction, mettons, de ressources naturelles, puis tu sais, dans une vue très genre, économique, matérielle, soit près de toi, augmente les chances que tu travailles là-dessus aussi, que tes amis, tu sais, les gens, ta famille travaillent là-dessus. Tu sais, tu l'achèterais peut-être pas l'iPhone si c'était ta mère qui revenait les mains en sang, Ouais. genre après la journée, tu sais. Ça- Fait que c'est une triste réalité, là, bien sûr, tu sais, le contexte actuel. Puis en même temps, c'est comme on a un système qui est pas designé pour l'empathie, genre. Fait que le Mhm. bâtir un approvisionnement plus local est un vecteur d'empathie, entre autres. Puis, et Ok. donc de décisions plus, euh, plus soutenables et justes, là. Ouais. Puis lié à ça, ben, je l'ai mis dans une autre catégorie, là, mais il y a le travail collectif local porteur de sens. Fait que là, c'est vraiment la manière de vous réinventer le travail. On dirait que ça fait du sens pour moi de le considérer comme une stratégie à part, parce que les stratégies que je voyais là-dedans, ben, je me disais, crème, ils peuvent s'appliquer à des entreprises, tu sais, ils peuvent s'appliquer à Mhm. n'importe où le travail se fait également. Un truc que je trouve fascinant, c'est que beaucoup d'éco-communautés qui organisent leur propre travail vont décider d'avoir des travails moins spécialisés, puis plus variés ou en rotation. Puis je pense que ça parle beaucoup de ben, comment plus le reste de la société contemporaine occidentale, on est très très spécialisé. Puis bon, ça se passe aussi à l'intérieur des co-communautés là, tu sais, à un certain degré. Mais c'est ça, on peut faire des tâches ultra répétitives vu qu'on est très bon à les faire, mais des fois ça nous pousse à négliger notre santé physique. Moi, je suis souvent devant un ordi, puis je chiale pas qu'on mon employeur là, j'ai une assez grande liberté dans mes tâches. Comme je dis, je fais des événements, ça me fait bouger, rencontrer du monde. Mais tu sais, c'est ça, si t'es charpentier, ben, tu fais de la job physique, pense pas trop. Puis si tu fais une job de bureau, ben, fais juste penser devant un ordi, puis bref, tu sais. Fait que Ouais. le manque de diversité pour beaucoup de gens est pas nécessairement porteur de sens. Le fait qu'on fait aussi une petite partie d'une grande chaîne de travail, on sait pas tout le temps Mhm. ce avec quoi on travaille, comme d'où ça vient, comment c'est arrivé, puis qu'est-ce qui se passe après qu'on a créé notre livrable. Fait que je trouve ça fun de voir que organiser son propre travail peut pousser peut-être à être moins productif, mais à être heureux en le faisant. Je sais pas si tu feels un peu ça, tu trouves que c'est le cas pour la cité. Ouais, mais tu sais, moi, je pense tout le temps à Twin Oaks, là, quand je pense à l'organisation du travail. Mais mettons, ici, oui, on a comme, euh, oui, je pense que c'est valorisé d'avoir une partie plus physique, une partie plus mentale. Hmm. Des fois, il y a des gens qui emportent beaucoup de charge mentale, qui font beaucoup d'organisation, puis après ça, ils viennent couper des légumes en cuisine, ils font comme, ah, c'est tellement, ça me détend, tu sais. Puis là, des gens qui font des travails physiques, mais après ça, de s'asseoir, puis de faire d'autres choses, moi aussi, comme moi, ça me détend. Puis oui, je confirme qu'on on est moins spécialisé et moins productif. Mhm.
avec ça. Fait que Mhm, ça vient, il vient une certaine perte de valeur, mais aussi, je pense, une perte un gain de qualité de vie là, mhm. avec ça. Puis, tu sais, Twin Oaks, c'est vraiment comme unique, puis nous, on fait pas ça, là. Je vois pas comment on arriverait à le faire, là. Mais ils choisissent à chaque 2 semaines, ils choisissent les C'est vrai, endroits les les rotations, ils cochent genre où est-ce qu'ils vont, là, un truc de c'est ça, même. c'est comme moi, c'est ici, ok, je ferais comme, ok, lundi, puis mardi, le matin, je vais travailler en cuisine. Ok, après ça, je vais aller travailler dans les champs. Puis là, après ça, quand ils mettent tout ça ensemble, puis ils concilient les besoins, les désirs des gens avec les besoins. Tu sais, moi, ça me semble impensable ici, là, Ah ouais? mais les autres, ils le font depuis le début. Là. Ça, c'était dans Walden 2, c'était dans le livre sur lequel ils se sont basés pour fonder. C'est un des deux, trois trucs qu'ils ont gardé du livre. Là. Dans le livre, ils choisissaient où est-ce qu'ils travaillaient là, à chaque. Puis, tu sais, c'est comme tu choisis plus vraiment ce que tu achètes, puis ce que tu vas manger le soir, puis où est-ce que tu habites, puis plein d'affaires, mais tu choisis comme où tu travailles. Là, c'est comme. Vu qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été collectivisées, ben là, tu as une grande Mhm. liberté que tu trouves pas dans la société. Là. Tu prends un travail et c'est tout le temps le même. Là. Fait que non, ce modèle-là est vraiment intéressant. Là. Puis d'ailleurs, genre, il y a un éco-village en ce moment qui est en train de se faire en France qui s'appelle l'Utopia, qui veulent essayer de faire ce même choix de système de travail, là, comme à Twin Oaks. Puis ils partaient d'un livre aussi, non? Si je me trompe pas. Oui, l'Utopia aussi part d'un livre, mais Si. c'est différent parce qu'ils ont fait un livre dans l'intention de faire l'éco-village. Oui. Tandis que Walden 2, ben, c'est genre c'est juste un gars qui a écrit le livre, mais il avait pas l'intention de faire ça. C'était juste plus comme une utopie dans l'imaginaire. Là. C'est quand même fun comment ces récits-là peuvent en effet agir d'ancrage là, pour qu'est-ce qui se passe. Là. Tu parles de Walden 2, puis justement comment c'est le truc qui est resté tu sais, à Twin Oaks alors que c'est Ouais. impensable ailleurs. Tu sais, on se dit que sûrement le récit puis l'imaginaire a joué un rôle potentiellement. Là. Mais aussi, il y avait plein d'affaires dans le livre qu'ils ont essayé puis qu'ils n'ont pas Ok, gardé parce que c'était pas ok. praticable. Genre la collectivisation de l'éducation, là, ça marchait Ah, pas, c'était pas praticable. ok. Tu vois, ça, là, je le connaissais pas. Puis, mais oui, en plus, j'avais lu c'est ça, quelques articles sur le travail à Twin Oaks. Là. C'est vrai que autour du travail, je pense surtout à Twin Oaks aussi. Je sais qu'il y avait un emphase puis un désir. C'est ça, sur la justice dans le travail, entre autres en reconnaissant différentes formes de labeur qui sont peut-être Mhm. sous-considérées parfois, souvent celui fait par les femmes, le travail reproductif. Il y avait un article qui mettait ça en valeur, puis je trouvais ça super intéressant. Euh, Puis autour de l'idée de travail collectif local porteur de sens, dans des formes un peu moins quand même avant d'avoir organisé tout le travail ensemble, on trouve des fois juste des éco-communautés qui vivent ensemble, genre le projet existe, puis là ils se partent comme des fonds d'investissement ensemble, genre. Puis vu qu'ils se connaissent, puis qu'ils ont des projets, puis qu'ils ont une capacité de mobiliser, ben dans le fond ils vont se créer la job pour quelques personnes, tu sais. Ils vont investir dans des trucs locaux vraiment proches pour créer des travails pour leurs membres. Fait que c'est intéressant comment ça peut être utilisé comme manière de transitionner vers aussi son propre emploi, un peu comme les Chillionnaires, là. Ouais. C'est pour ça. Mais tu sais, parce que moi, je peux te dire, parce que moi, c'est souvent là que j'en viens. Puis moi, c'est la raison principale pourquoi je vis en communauté intentionnelle, que j'ai découvert après genre 10 ans OK? de vie en commun. Parce que au début, tu sais, j'aurais toujours pu te dire, ben pourquoi. Tu sais, je disais tout ce que j'aimais pas de la société Hmm. majoritaire euh, normale. Là. Ben moi, ça me tente pas de m'acheter une maison, ça me tente pas d'avoir un bon travail, ça me tente pas d'avoir un bateau puis un chalet, je m'en sac. Ça m'intéresse pas de voyager. Mais juste des choses qui donnent des objectifs de vie à des gens. Là. C'est correct puis c'est normal d'avoir, mais mettons, moi, si ça me rejoignait pas. Fait que ça me donnait pas un objectif de vie dans ça. Mais là, après ça, de revenir dans l'éco-village, puis de vivre dans l'éco-village, puis de travailler pour la communauté, mais là, je trouvais ça vraiment très porteur de sens. Parce que c'est comme je travaille sur un projet que j'espère qu'il va durer après ma vie à moi. Je travaille sur un projet qu'il y a d'autres gens aussi qui ont le même projet de vie, puis que ça leur donne des objectifs, des motivations, des défis à relever, des objectifs à atteindre, tout ça, tu sais. Fait que moi, souvent que je le catégorise vraiment comme, OK, je travaille sur quelque chose qui va durer après ma mort,
puis je travaille sur quelque chose que il y a d'autres gens qui ont le même objectif de vie. Fait que là, c'est comme là, ce qui est porteur de sens pour moi là, de vivre en communauté. Mais tu sais, ça peut être, tu sais, pour toi, tu peux dire, pour moi, ce qui est porteur de sens dans le métier que je fais, c'est que j'aide des gens à avoir une meilleure qualité de vie. Ça peut être ça qui est porteur de sens pour toi. Mais souvent, ce qui est porteur de sens pour les gens, c'est genre, je m'achète une maison, puis je fonde une famille, puis tu sais, ça l'est, mais en tout cas, c'est comme ce qui est porteur de sens collectivement, pour moi, est comme vraiment plus fort, là. Je dois dire, il y a une étude qui est sortie en 2018 par Green Day, OK, Quality of Life and Intentional Communities, puis ce que tu Ouais. décris revient pas mal là-dedans. Puis en fait, c'est une étude quantitative, là, si ça fait un bout que j'ai lu ça, mais si je me souviens bien, ils ont comparé des éco-communautés, ben, c'est des communautés intentionnelles, pas spécifiquement Ouais. éco-communautés, là, dans certaines régions des États-Unis à des villes puis des banlieues proches, genre. Puis, je sais pas si on fait des régions aussi, là, ça serait à voir. Mais en gros, c'est le sondage, là, tu sais, puis quelques questions portant sur le sens que tu vois en ta vie, entre autres, puis sur ta satisfaction de vie, sur ta qualité de vie, tu sais, avec quelques termes, genre, similaires, mais un peu différents. Mais en fait, dans les communautés intentionnelles, il y avait généralement un bien plus grand sens en la vie. Fait Hmm. que, tu sais, oui, clairement, là, des gens ont différents objectifs, là. Il y a des gens qui sont bien plus enclins à accepter puis à être satisfaits, tu sais, d'un peu du modèle un peu normal, tu sais, qu'on se dit, comme tu dis, avoir une maison, un chien, une blonde, un chum, des enfants. Il y en a qui sont plus opposés à ça de base. J'ai l'hypothèse que dans la communauté intentionnelle, on trouve quelque chose de plus grand que soi, qui est quand même dur des fois à retrouver dans le modèle typique qui nous est proposé actuellement. C'est une hypothèse qui explique la chose, mais en tout cas, c'est pas atypique ce que tu décris, puis c'est un puissant témoignage aussi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'entends souvent, là, comme travailler sur quelque chose qui est plus grand que moi. Hmm. Je l'entends souvent, puis moi aussi, je le dis, là. Mais c'est quoi ça veut dire, ça? Hmm. Gouvernance intentionnelle, on a pas mal Oui, on parlé l'a de dit. ça. Allez, on arrive à la fin, il en reste juste quatre. Jusqu'à délimitation des frontières, hein. Ouais, le nom est spécial, hein? Ouais. C'est l'idée, la frontière entre qu'est-ce qui est la communauté et qu'est-ce qui l'est pas. Puis là, on Mhm. n'est pas juste dans le matériel, là. Ouais. Tu sais, on n'est pas uniquement dans le géographique, quoi que ça en fait partie. Mais justement, c'est tout un peu les considérations, les mécanismes que les communautés utilisent pour maintenir leur culture unique et choisie. Ouais. Mais c'est aussi de même que les communautés discriminent, genre Ouais. par qui rentre puis qui rentre pas. Des fois, il y a un côté intentionnel. Souvent, ça vise à l'être, là, tu sais, à faire, ben, on veut telle vision ici, on a besoin de telle compétence, etc. C'est comme ça qu'on fait pour rentrer. On a besoin d'une intégration, tu sais, un stage de 2 semaines, un mois, 6 mois, des fois, il y a des probations. Euh, mais c'est ça, c'est aussi qu'est-ce qui fait que ça peuvent se perpétuer des billets ou peuvent exclure des gens qui ne fitent pas certains trucs, là. Si t'as pas la capacité financière de contribuer, par exemple, à un projet de développement tu sais, qui nécessite de donner un cash down. C'est un exemple, là. C'est pas le cas pour la cité. Mais voilà, fait que c'est un système de discrimination pour le bien et pour le mal. Tu sais, Ouais. c'est qu'est-ce qui fait que les gens peuvent entrer, puis c'est qu'est-ce qui fait que les gens peuvent pas. Mais c'est ça, on l'avait dit, on a mentionné plus tôt, on trouve souvent quand même un désir de mixité sociale puis d'inclusivité, mais c'est ça, c'est souvent difficile. Euh, puis il y avait aussi le constat que, tu sais, il y a qui on laisse rentrer, mais il y a qui on laisse découvrir aussi. Tu sais, vous avez des journées portes ouvertes. Tu sais, qu'est-ce qui permet de. Tu sais, à quel point c'est poreux, là. Tu sais, qu'il y a des gens de l'extérieur qui peuvent passer au travers de votre frontière puis venir de votre côté dans la communauté, que ce soit comme observateur, comme personne qui apprend, comme résident du coin ou personne qui veut rejoindre. Fait que c'est tout ça qui rentre un peu dans cette stratégie-là. Puis en lien avec le positionnement intermédiaire là, que je disais tantôt, c'est comme pas trop radical, pas trop mainstream, ben ça a aussi un impact, là. Tu sais, l'idée de laisser les gens de la communauté, par exemple, venir. Des fois, ils font des. J'ai vu des communautés qui faisaient euh, des tours, là, ben, dans le fond, c'est ça, là, comme des portes ouvertes, là, tu sais, Ouais. des visites, mais spécifiquement aux gens autour, là, tu sais, à la collectivité pour un peu baisser une méfiance potentielle qu'il peut avoir, augmenter la compréhension du projet. Euh, ouais, fait que c'est un peu tout ça. Ouais, c'est ça, mais tous les communautés internationales, puis moi, c'est une des choses que les communautés font que j'ai identifié, là, c'est que il y a tout le temps un processus d'intégration. Faut comme vraiment
apprendre à se connaître avant de s'engager ensemble, là. C'est pas de la discrimination envers des races ou envers Mhm. une religion ou envers une classe sociale. C'est vraiment comme on est capable de s'entendre avant de se dire go, go, on y va ensemble parce que sinon c'est sûr ça va chier, là. Mais mettons, pour te donner une idée, nous, c'est 3 ans, là. Le Ah ouais! processus pour J'avais oublié ça passer là. de quelqu'un de l'externe là, à quelqu'un de nous. Puis on a un vocabulaire très élaboré pour ça, là. Il y a les pas nous, Oh! puis, Ah, qui est très élaboré, je l'entends. puis récemment, dans le milieu, il y a les minous, qui étaient comme une blague pour une revue humoristique de fin d'année, là. Comme ceux en devenir, là. Ouais, c'est ça. Puis, ben, exact. Puis là, je l'ai pas mentionné, là, puis je l'ai pas tout le temps mentionné au fur et à mesure des stratégies, mais tu sais, celle-là, là, c'est beaucoup moins une stratégie tu sais, qui vise à influencer le reste de la société, mais beaucoup plus comme pour la viabilité de la Ouais. communauté, comme organisation, puis pour préserver sa capacité à influencer au travers du temps. Là, c'est dans la perspective de transition socio-écologique, mais c'est juste de continuer à exister et d'offrir une qualité de vie à ses résidents également, c'est sûr que c'est essentiel. Puis, ouais. Il y a le côté d'éducation. Vous en faites. Aussi, éducation, j'ai dit pratique, connaissance, compétences en matière de soutenabilité. C'est un petit peu long, mais ce que je veux dire, c'est soit des compétences comme vraiment souvent du monde futur plus soutenable, juste que la communauté prévisage. Tu sais, un peu comme comment est-ce que la société envisage, la communauté envisage le monde. Fait que, tu sais, vous, par exemple, vous prenez vos décisions avec sociocratie. Je crois que vous suivez entre autres des principes de communication non violente, si je me trompe pas. Ouais, ben, mettons, sociocratie, on a un modèle de gouvernance d'inspiration sociocratique. OK. Plus que faire de la sociocratie de base. La CNV ici, n'a jamais pogné. Ah, On a OK. fait une introduction, puis tout ça, mais c'est comme après 40 ans, plus 30 à cette époque-là, après plus comme 30 35 ans de culture commune, il y a des gens que non, ça venait pas rejoindre. Il y a un petit groupe de gens sont mis à se pratiquer puis à en faire. Mais vraiment, comme majoritairement, les gens ont pas adopté ça. Je te dirais, il y a des gens qui ils trouvaient ça trop intellectuel, OK. ben, trop intellectualisant, puis ils voulaient, ça les rejoignait moins, là, la plupart OK. des gens ici. Ben, je peux imaginer, mais je peux appeler mal. Mais sinon, on trouve beaucoup de communautés qui vont mettre tu sais, certaines de ces pratiques-là à l'essai, à l'usage, puis même qui vont former ensuite. Euh, Là, c'est ça, au Québec, je suis moins sûr, là. J'espérais te prendre pour exemple, mais, mais Ben, moi, je peux te donner un exemple. On fait un cours s'il vous plaît. qu'on a fait à plusieurs années de EDE, Éducation au Oui, développement d'éco-villages. Euh, c'est, c'est clairement une tentative de éduquer, de préparer des gens à soit faire un projet de communauté intentionnelle, soit en joindre un, là. exact. Merci pour l'exemple. Ouais, Personnel, très apprécié. Ben oui, fait que c'est ça, on trouve beaucoup ça, puis ça contribue d'une manière à partager ces connaissances-là, ces savoir-faire, ces savoir-être, et dans ton cas, des compétences pour complètement, tu sais, répliquer ou adapter le modèle d'éco-village à un autre endroit. Fait que c'est ça, ça joue un rôle de cette manière-là. Pour la transition socio-écologique, on trouve aussi des fois de l'éducation juste en termes de métier, là. C'est un truc qu'on trouve généralement. J'ai pas trouvé d'éducation comme pour des métiers que la communauté envisage pas dans un monde plus soutenable et juste, par exemple. Puis, tu sais, ok, beaucoup de mon échantillon, là, les articles que j'ai lus, c'était d'une perspective assez engagée vers la transition socio-écologique, là, soit que l'auteur le voyait de cette manière-là ou la communauté, justement, s'engageait vers ces valeurs-là d'une certaine manière. Mais c'est ça, fait que pas tout le temps, c'est pas vrai que toute l'éducation qu'on retrouve est exactement sur le sujet de répliquer des éco-villages, par exemple, ou la soutenabilité. Mais j'ai pas vu de trucs non plus contradictoires, tu sais, genre, je sais pas, enseigner la finance, là. ouais. Genre, j'ai pas vu ça, là. L'extraction pétrochimique. Je- Ouais, c'est bon. Euh, on- ouais, juste avant qu'on continue, on a atteint 1 heure et demie. Puis je Oui, t'ai dit on a discuté, mais on a presque terminé, mais je voulais quand même honorer notre entente du départ. oui. Ben oui, je m'en viens. Écoute, ben, on va terminer les 13, là, puis Ouais. on va pouvoir boucler ça prochainement, là. Tu peux
soit suivre, on s'était donné une dernière question ou y aller sur un truc léger, c'est comme tu sens, là. Ouais, non, moi, Ouais. je ferais quand même le plan de match. Je pense Ok. va terminer si toi, t'es d'accord. Ouais, ouais, je crois que. Ouais, Ouais, ça me va. Super. Fait qu'il y a l'idée de développement, mobilisation des réseaux. Fait que c'est tout ce que l'éco-communauté fait pour connecter avec les gens à l'extérieur, que ce soit justement la communauté locale, que ce soit d'autres acteurs, des acteurs gouvernementaux, la ville, que ce soit des entreprises, des fois des universités. Il va y avoir des liens, des fois ils vont co-créer des programmes, des projets ensemble. Euh, d'autres communautés intentionnelles, tu es bien au courant, il y a plusieurs réseaux mondiaux là, puis des chapitres plus locaux autour par exemple, le GEN, puis c'est quoi, ouais, Foundation for Intentional Community, qui ouais, est hébergé à Finhorn, si je me souviens bien. Fait que tu toutes sortes de réseaux à différentes échelles. Des fois, il y en a qui vont un peu mutualiser des ressources à l'échelle de la région. Je me rappelle plus, c'était-tu Twin Oaks aussi qui faisait ça? Il y en avait un qui créait des banques de temps intercommunautés. ouais, Tu ouais, Twin Oaks avec deux autres communautés intentionnelles, Eastwind puis Acorn, ils s'échangent du temps, dans le fond, parce que les autres, le temps, c'est comme la monnaie, dans le fond, là. mhm, Mais dans le fond, il faut que tu travailles 42 heures par semaine. En tout cas, à Twin Oaks, dans la nouvelle, c'était ça. C'est peut-être changé, là. Mais là, si tu travaillais plus, mais tu accumulais des heures. Si tu travaillais moins, mais t'es comme undercut up. Puis il faut que tu en fasses plus à un autre moment donné, là. Puis là, si comme tu allais travailler, je pense, à Eastwind, mais tu peux faire des heures comme sur ton temps à Twin Oaks, puis à Acorn aussi, là. C'était comme le FEC, la Fellowship of Egalitarian Communities, me semble. oui, ben c'est ça, c'est un cool mécanisme d'entraide là, entre éco-communautés. Ouais, Fait qu'on trouve toutes sortes de manières que, genre par les réseaux, en développant des liens avec des acteurs à l'externe, les éco-communautés se soutiennent ou soutiennent leur environnement. ouais, C'est important d'un point de vue de résilience, là. Tu sais, si t'es tout seul dans ton coin, personne te connaît, personne t'aime, il y a des affaires qui arrivent dans la vie des fois, là, puis la soutenabilité de ton modèle est en jeu, et donc ouais, peut-être un moins beau modèle à répliquer, par exemple. Euh, Fait que c'est beaucoup de coopération. On trouve que c'est ouais, une bonne pratique pour la transition. Puis dernièrement, écoute cela, c'est bien vite là. J'avais une coupe de d'interventions de trucs qui fitaient un peu nulle part, puis ça avait tout par rapport à apprendre un peu. Fait que tu sais, c'est juste l'idée de se former de manière générale. Les éco-communautés vont former, mais vont aussi se former. Fait que prendre ouais, à faire inviter des experts de l'intérieur pour avoir des formations, pour apprendre de ses propres pratiques également, en les évaluant, en réfléchissant, en expérimentant. Fait que c'est une dimension quand même pertinente. Puis c'est quelque chose qui peut être réfléchi aussi, là. Il peut y avoir une intention derrière ça. Comment est-ce qu'on apprend de ce qu'on fait? Comment on s'améliore? Euh, ouais. Ouais, l'essai, puis le feedback, puis l'amélioration, puis le feedback, puis ouais. exact. Puis ça fait le tour des 13 stratégies pour la transition socio-écologique. C'est sûr que je dis 13 stratégies, plus 13 catégories de stratégies, là. Tu sais, à Ouais, l'intérieur, il y a une panoplie d'actions. Puis là, j'en ai comme mentionné quelques-unes. J'ai décrit l'idée générale. Le tout est dans mon mémoire, mais c'est pas une fun lecture, va te le dire. Non, mais mettons pour les gens qui seraient intéressés à aller plus loin, je pourrais te mettre le lien de ton mémoire dans la description de l'épisode. Oui, tout à fait. Yes. On va Fait faire que je vais ça. faire ça. C'est en anglais, mais dans le fond, la plupart des gens, je pense, vont le comprendre. Fait que si vous êtes intéressé à aller plus loin, vous pouvez checker le lien dans la description. Puis penses-tu que bon, les communautés internationales peuvent jouer un rôle significatif dans la transition écologique parce qu'on se dit qu'ils peuvent avoir un rôle pour voici plein de stratégies qu'ils font, mais ça va-tu être un rôle significatif ou poète poète? Ouais. C'est, c'est pas une question comme blanche ou noire, là, tu sais, facile à répondre, là. Ouais, Mais, tu sais, d'un côté,
On a plein d'exemples de communautés intentionnelles, tu sais, qui influencent quand même beaucoup leur environnement, des fois leur municipalité. Tu sais, on a parlé tantôt de pratiques prélégales, genre ça arrive, là, des communautés qui essaient des nouvelles manières de construire, des nouvelles manières de faire. T'as même pas le droit de les faire avant ça, puis au travers leur lobbying, plaidoyer, payer des amendes, ben les règlements changent. La manière que les gens en communauté intentionnelle vivent, consomment, travaillent et très souvent beaucoup plus soutenable que ce qu'on retrouve mettons, des centres urbains ou la région du même endroit. Tu sais. Puis là, c'est sûr que c'est beaucoup des communautés en Occident que j'ai vu là. En termes de, genre, sur toutes sortes d'indicateurs, là, comme d'impact environnementaux, tu sais, mettons, le GES, l'acidification des sols, la masse de matière résiduelle générée, etc. Plein d'affaires. Souvent, on retrouve entre un tiers puis deux tiers des impacts, dépendamment de la mesure. Puis c'est ça, c'est sûr qu'il y a il y a des grands écarts aussi là, entre différents modèles. Euh, mais fait que c'est mieux. Mais la question, c'est-tu assez? Tu sais, ça, c'est la grosse question avec laquelle j'ai struggle beaucoup dans l'idée de, tu sais, c'est quoi une stratégie pour la transition écologique? Faut-tu vivre comme d'une manière que tout le monde sur la planète peut vivre, genre? Ou est-ce qu'il faut juste que ça soit mieux? Puis, bien sûr, puis là, je dis ça, là, je pense que c'est important quand même de ne pas avoir la prétention que qu'est-ce qu'on fait non plus en termes de communauté intentionnelle va être réplicable partout dans le monde. Là, tu sais, Ouais. chaque réalité et culture sont complètement différentes. Puis, ouais, la visite d'inspirer devrait être plus. En tout cas, je la trouve plus inspirante. Inspirer, c'est plus inspirant. Que, que tu sais, vraiment répliquer à 100% ou faire la même affaire ailleurs. Là. Euh, mais on trouve aussi que malgré que les impacts sont plus petits, genre, c'est pas assez. Là. C'est pas assez pour des cibles, pour nos cibles de réduction des GES, par exemple, là, internationales. Tu sais, si, en effet, tout le monde vivait avec ce genre d'impact-là, ben, on bosserait quand même le 1,5 degré de réchauffement climatique, entrerait dans des feedback loops de réchauffement climatique. C'est ce qui risque d'arriver. Mais donc, ça pour dire que c'est vraiment pas facile. Mais je pense que, euh, personnellement, moi, ça m'a fait conclure un peu au travers de ça, qu'il n'y a pas de modèle parfait, tu sais. En ce moment, on peut essayer de réinventer les choses, puis sur plein d'aspects, ça marche. Tu sais, on réduit notre impact, on peut avoir du travail, des communautés dans lesquelles on trouve du sens, justement, comme on dit, l'idée de sens dans la vie qui est souvent plus grande dans ces communautés-là. En ce moment, on témoigne à un moment d'institutionnalisation, de la création des écovillages, des cohabitats, tu sais, avec, là, je parle juste au Québec, avec ces métis, par exemple, dans l'Est, village urbain auquel on a été à la formation. Il y a un intérêt, il y a un engouement, puis il y a un besoin. Tu sais, ça aurait pas pu arriver non plus, là, sans tous les pionniers que vous avez été à partir des éco-communautés en tant que groupe citoyen d'un bord à l'autre. Fait que déjà, c'est un modèle qui a un certain potentiel, qui commence à faire ses preuves en termes d'influence. Puis, même si c'est pas comme le modèle, genre, il existe nulle part là, le modèle qu'il faut répliquer partout pour toujours, là. On est en train de libérer nos imaginaires, on est en train de se rapprocher de ce monde-là. Puis dans le fond, c'est sûrement le mieux qu'on peut faire. Genre s'en rapprocher. Puis pour tout, autant que je dis que les éco-communautés, c'est des micro-sociétés, mais ils restent ancrés dans la société occidentale capitaliste plus large. Il y a des fucking limites à ce qu'on peut faire. Même si tu veux faire un milieu de vie abordable, inclusif, ben il faut que tu aies ta terre. Non, Ouais. la terre, au début, elle t'appartient pas. Elle appartient à quelqu'un qui la possède parce qu'il l'a acheté, à quelqu'un qui la possède, à quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a volé à un moment donné. Puis là, là, il te faut un prêt à une banque, puis il faut que tu le repayes en 25 ans. Tu sais, on négocie avec le système actuel, puis ça rend les choses difficiles. Mais c'est porteur d'espoir, puis vecteur de transformation. Fait que c'est ça ma conclusion. Ouais, ouais, moi aussi, je trouve ouais, ça, tu sais, ça nous amène sur un cheminement, bon, ça nous amène sur quelque chose qui a un petit peu plus d'espoir. Fait que juste ça, c'est quelque chose. Est-ce que, tu sais, ça va jouer un rôle significatif? Honnêtement, je sais pas. Mais pour moi, c'est comme, il y a de quoi de vraiment culturel, là. C'est comme, euh, tu sais, dans les faits, il parle beaucoup de culture de coopération, là. Puis là, ben, dans la culture de coopération, il y a des choses qui sont différentes de la culture de compétition dans laquelle Hmm. on a été, la plupart d'entre nous, élevés, là. Puis, tu sais, entre autres, ben, genre, OK, ben, les émotions sont pas à dealer personnellement, genre. Fait que si t'as quelqu'un qui vit une émotion dans ton groupe de travail, ben,
c'est pas vrai que tu peux lui dire comme shove it, puis on continue à travailler juste dans le rationnel, puis ton émotion t'appartient, là. Fait que dans une culture collaborative, ben, faut que tu sois attentif à ça, puis il faut que tu te sentes concerné par ça, tu sais. Euh, Fait que, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est vraiment une culture, puis il y a certainement ces éléments de culture, là, un moment donné qui pourrait faire boule de neige, là. Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. Mais si on n'essaye pas, ben, on le saura jamais, là. Fait que, Words to live by, des mots avec lesquels vivre. ouais, pour moi, c'est comme, je sais pas, mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel à un moment donné, comme, développer un élément culturel qui pourrait être vraiment important, là, pour le futur. Puis moi, je pense, ben, qu'on ça pourrait nous amener à aller plus loin en tant qu'humain, là. Tu sais, est-ce que ça va arriver à temps pour que tu sais, la température réchauffe trop sur la planète? Je sais pas, là. Mais, La transition, ce qu'on sait, c'est qu'elle va arriver, tu sais, qu'on la décide ou pas. ouais, Puis des conséquences pour notre complaisance, je veux dire, de rester sur cette trajectoire-là, il y en a déjà. Tu sais, des ouais, inégalités, de la pauvreté, c'est des situations terribles, des événements climatiques majeurs. Tu sais, on commence déjà, je veux dire, à les vivre. Puis il n'y a pas forcément non plus un moment donné où est-ce qu'on dit tu sais, que là, c'est trop tard. Tu sais, ça vaut toujours la peine d'être fait. Tu sais. ouais. Fait que, tu sais, ça fait quelque chose. La transition, elle va arriver. Puis, étant donné que ça nous rapproche de ce société le plus juste et soutenable, ben, ça a certainement le potentiel d'accélérer. C'est ça, puis Ouais, puis, tantôt, tu parlais de résilience un peu, tu sais, dans et- des trucs résilients, ben, en tout cas, moi, je le vois comment c'est plus résilient, là. Mais tu sais, c'est comme, on se mettra pas à faire juste de l'alimentaire parce que c'est pas rentable dans le monde hmm, actuel. Mais si demain, le système économique crash, puis on a juste ça à faire, ben oui, on va être capable, on a le setup pour cultiver des patates assez pour qu'on meure pas de faim, là. Fait que ça, c'est carrément. résilient. Ouais, c'est des systèmes, ouais, souvent bien plus résilients. Ouais, moi, à Montréal, là, il manque d'électricité là, pendant une semaine, puis il y a plus de bouffe à l'épicerie, là. Je, je- je peux pas faire grand-chose. Mais ouais, tout à fait. 100%, je pourrais pas être plus d'accord. Puis c'est des valeurs des éco-communautés, ben, c'est ça, là, qui valent la peine de s'inspirer, là, ou répliquer, ouais. Mais c'est souvent le pied d'entrée de pour plusieurs gens dans ce Hmm. merveilleux monde-là, d'avoir l'autosuffisance, résilience, tout ça. C'est sexy, l'autosuffisance. Ouais. Je trouve que ça résonne beaucoup dans beaucoup de cercles, en effet, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est comme, c'est un instinct humain naturel de genre vouloir survivre. Hmm. Genre, on est comme pas fou, là. On voit que ça additionne pas à long terme, là. Fait que, anyway. C'est clair qu'il y a de ça. Aussi lié au travail, tu sais, j'entends quand même beaucoup de gens qui sont assez délusionnés de ce qu'ils font, tu sais, qui aimeraient juste Mm. faire un travail qui voit tu sais, qui voit à quoi ça sert, tu sais, puis que ça leur serve à eux, tu sais. Fait que Ouais. tes besoins, quand tu réponds à tes besoins de base, là, genre te loger puis te nourrir, je pense qu'il doit avoir un certain, je dis il doit, là, j'en ai pas fait beaucoup de ça dans ma vie, mais il doit avoir un certain sentiment d'accomplissement que t'as pas toujours quand je sais pas, là, tu travailles pour faire des avions, mettons, des jets privés. Ouais. Fait que, on arrive pas mal vers la fin Yes. de notre belle discussion. Merci beaucoup, Raphaël. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère toi aussi. Ben oui, tout à fait. C'était cool de pouvoir pitcher le matériel, voir qu'est-ce que t'en faisais, où c'est que ça tenait, puis parler d'exemples. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Et j'espère que les gens qui ont écouté, qui se sont rendus jusque-là, ont apprécié aussi. Très rapidement, un truc avec quoi tu repars de cette discussion-là. Ouh. Euh, ben premier, j'avoue, je suis heureux. J'ai l'impression que j'ai pitché a pas complètement clashé, là. Moi, j'étais Ouais. ouvert à la possibilité que tu fasses, ben non, c'est de la, c'est de la merde, on fait pas ça ici. Fait que peut-être, je compte rester, bien sûr, dans une posture d'humilité, là, par rapport à savoir en tant qu'ancien chercheur. Mais, euh, mais ouais, de savoir, de voir qu'on peut avoir une discussion sur tout ça, puis faire des parallèles, puis aussi t'en apportes plein de qu'est-ce qui se fait dans toutes sortes de communautés.
Je dois dire que ça m'inspire à garder contact, en tout cas avec le mouvement au large, puis différents résidents d'éco-communautés. Fait que je ressors peut-être avec un désir renouvelé de m'y impliquer puis de jaser dans ces sphères-là. Fait que merci bien. Merci. Moi, je repars avec vraiment une gouvernance intentionnelle. Hmm. T'as dit quelque chose aussi par rapport, tu sais, moi je me demande tout le temps, OK, mais là, on fait-tu vraiment de quoi? Tu sais, on le calcule pas, Ouais. notre impact environnemental, là, tout ça. Mais des fois, moi, il y a quelques années, j'essaie de le calculer, puis là, ben, tu sais, c'était comme combien de planètes, là, si tout le monde avait le même mode de vie que si, Ouais. que ça. Puis là, l'étude de Finhorn avait fait un moment donné, là, puis il était comme, c'était un peu ça, oui, genre un tiers, un demi, deux Sûrement tiers. que dans mon échantillon, cette étude-là, il me semble qu'il y avait Finhorn, ouais. Ouais, puis que ben c'était comme moins que la société normale, mais encore pas assez pour faire dans une planète, tu sais. Fait que non, souvent je me le demande, puis là je fais comme on pourrait-tu un moment donné engager quelqu'un qui viendrait comme calculer notre impact? Puis en même temps, je suis comme ah, je sais pas, ça coûterait tout quoi? Puis là, qui c'est qui serait intéressé par ça ici? Mais moi, c'est une question que je me demande souvent, comme, OK, là, on est où, là? On est-tu à 25%, 50%, 75%? Mhm. Tu sais, voilà. Fait que ça, j'ai bien aimé ça, puis je repars avec ça aussi, là, Je pourrais peut-être te référer là. J'entends qu'il y a du monde qui font des analyses de cycle de vie autour de ce milieu-là. On pourrait voir OK, s'ils se cherchent peut-être des places où le faire. Puis en même OK. temps, comme je, je te file dans l'idée de, tu sais, ça vaut-tu la peine? Tu sais, des fois, on regarde aussi des indicateurs tellement étroits qu'on oublie ce qui est important des fois. Hmm. Mais ouais, mais en tout cas, je pense que c'est important la posture dans laquelle t'es, tu sais, de vouloir continuer à apprendre, puis tu sais, voir est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on essaie de faire, puis ouais, très très cool. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir participé, puis on se dit à la prochaine, là. Gros merci à toi de m'avoir reçu. Alright, ciao Yes. we go. Bye bye, tout le monde.